Mon acolyte de toujours, Marcel, n'est pas avec moi ce soir. On l'embrasse très fort, on pense très fort à lui. Du coup, je vais pouvoir animer cette émission, ce débat presque présidentiel. On s'y croirait. Voilà, Au moins. c'est terrible. Non, vraiment, on est ravis de se retrouver. On va parler de plein de belles choses ce soir. On va présenter nos guests qui sont exceptionnels. Je précise que ce soir, l'émission est notamment sponsorisée par AB Testi. On va en reparler plus tard. Mais on a testé l'un de leurs produits et c'est pas mal du tout. On va vous en reparler. Comme vous le voyez ici, on est aussi un petit peu sponsorisé par OmiNC. On peut dire ça. Hein, voilà. On va également un peu plus en parler. Sur ma droite, Tony, comment ça va? Salut, ça va très bien. Ça va très bien. Très très bien. Tu es à l'aise sur ce plateau? Mais dans ce magnifique plateau. Ah là là, ça fait autre chose. Hein. Ah ouais. Mais dommage qu'il n'y ait pas Marcel, mais bisous à lui. C'est ça, Ouais. on lui fait des coucous. Voilà, on sait qu'il nous regarde derrière la caméra. Salut Tanguy, comment vas-tu? Très très bien, merci beaucoup pour l'accueil. Ah bah écoute, c'est un plaisir, on est ravis de vous accueillir voilà, sur ce C'est gentil. tout nouveau plateau. On est parti pour 1h30 d'émission avec des choix, avec des sujets dont on a un petit peu discuté en off et également un peu pour préparer l'émission. Ça va vous intéresser, ça devrait en tout cas, on espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à interagir dans le chat. N'hésitez pas à spammer d'ailleurs des emotes de Marcel pour dire qu'on pense à lui vraiment parce que c'est important. Non, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous, on va débattre, on va essayer de donner des tips aussi parce qu'on va parler entre autres du rôle des premiers PM dans une entreprise. Je pense qu'il y en a pas mal derrière la caméra qui se disent, qui sont peut-être dans cette situation-là. Donc, une belle émission devant nous. Les amis, on va commencer par se présenter et pour ça, on va lancer le tac au tac. Jingle. Eh bien, vous avez vu ce très beau jingle avec voilà, un petit peu de retard. Je ne suis pas aussi fort que Marcel, alors on va être un petit peu, voilà, un petit peu sympa. Les amis, on va commencer alors Tony, je vais te donner cette ardoise. On va faire le fameux tac au tac. Tu connais le tac au tac? Ouais, t'as J'ai peur. tellement hâte d'avoir une Ah là ardoise. là. On va apprendre un petit peu mieux te connaître parce que tout le monde ne te connaît pas. Ok. Tanguy, je vais te poser des questions sur Tony et Tony va écrire sa réponse et on verra si t'as bon. Si tu le connais vraiment. Ok. Voilà. Et je réponds avant lui. Hein. Évidemment, pour ça. C'est les amours en fait. Oui, c'est ça, les Ok. amours. Bah tiens, tu croirais pas si bien dire. Dans un couple, il faut connaître les défauts de l'autre. Hein. C'est quoi le pire défaut de Tony? Le pire défaut de Tony. Tony, tu peux écrire ta réponse. C'est comme dans les amours. J'ai malheureusement pas de défaut. Oh là là, un but ça. Non, si, il est un peu trop fan du PSG, je pense. Non, mais j'ai rien contre le PSG, mais c'est une passion un peu trop dévorante pour lui. On en reparlera après d'ailleurs. Tu es Marseillais? Non. Ah, tu t'en fous du foot. Je vois, pour tout ça. J'écris comme un enfant de 4 ans, mais j'ai marqué maniaque. Ah, et c'est Oh, vrai. tu es maniaque. Ouais. Ok, c'est ton défaut. C'est même dans le produit, même auprès de tes équipes aussi, ça se ressent? Non, si. Est-ce que c'est agréable de travailler avec Tony Agnelli au quotidien? J'espère. On pourra demander à... Non, mais c'est vrai qu'il est maniaque. C'est vrai. C'est le genre de mec, tu sais, toujours à ranger les écouteurs dans la petite boîte qu'il a reçue quand il a acheté les écouteurs. Enfin, tu vois, il a encore 2 ans plus tard. Contrairement à cette personne. Ça passe. Bon, ça marche. Au moins, on apprend un peu mieux à te connaître quand même, Tony. Je savais pas que t'étais comme ça. Est-ce que tu sais si Tony préfère travailler plutôt sur mobile ou sur desktop? Ouais, sur mobile. Il n'a même pas le temps d'écrire. Oui. Moins maintenant, mais c'était les premières amours. C'est quoi? C'est plus sympa? C'est parce qu'on a tous des apps sur notre mobile? C'est pourquoi? Oui, non, et puis parce que voilà, alors déjà c'était ce que je faisais en début de carrière chez Vente Privée, donc c'est resté un peu ancré, et puis c'est là que les gens sont. Voilà. Également, c'est ça. donc, accessoirement, c'est pas désagréable de bosser sur un produit où les gens sont, quoi. Et puis même d'un point de vue techno, c'est un peu plus marrant. On peut faire un peu plus de trucs. Ah non, tu peux te marrer partout. Ok. Ouais. J'ai un peu changé là-dessus. Je suis Ok. moins un ayatollah du mobile. Mais... Et ça marche. Et Tanguy, dernière question. La qualité principale d'un bon product manager selon Tony. Tony, tu peux prendre le temps. Ah ouais, ça je l'ai. Maniaque. Qui kiffe le chaos? Quoi? Non, le métier de product C'est manager, c'est jouer avec le chaos en permanence. Donc, je crois qu'il aime bien le chaos. Dans le chat, si vous avez un avis, n'hésitez pas. La qualité numéro 1 d'un PM. T'as écrit Maintenant, quoi? Selon Tony Alors, Agnelli. j'adore le chaos, mais j'ai marqué l'orientation business et strat. J'aime bien. Le oui,
Mais non, mais j'aime bien le produit très orienté strat et exécution et un peu moins artiste. Ok. Vraiment. Un bon PM, c'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un qui pense strat et qui crée de la strat. Ok. Pour moi. C'est. Ouais, j'en veux pas. C'est fort. Attention, si vous rejoignez Zephyr, attention, vous savez à quoi vous attendre. Et maintenant, Tanguy, je crois que alors ça va être à toi. On va Merci. changer de stylo et d'ardoise. Bah, tiens. Ah oui, pour effacer tes réponses. Il est maniaque. Allez, vas-y. Et bien maintenant, Tony, le plus gros défaut de Tanguy, tu peux te venger. Ah, c'est facile, hein. Il est désorganisé, bordélique. Mais à ce point-là, Oui, c'est un carnage. L'expression qu'il avait utilisée, c'était organiser bas les couilles. Mais ok, voilà. c'est bordel. Et ça te caractérise. Est-ce que ça t'a drivé même dans ta carrière de PM d'être un peu bordélique? Qu'est-ce que tu te dis, c'est une chance? Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, l'avantage c'est que quand c'est vraiment trop la galère, que ça part dans tous les sens, ça me pose pas de problème. C'est mon mode de fonctionnement habituel. Ok. Quoi. Il le vit très bien. Je le dis bien. Toi, ça t'a pas gêné pendant que tu bosses? Non, pas du tout. Non, parce qu'il compense avec le talent. Oh là là, le talent est parfait. Quand a été lancé le ticket? Je veux le mois et l'année. Bon, alors Si Tanguy ne sait pas répondre. Ouais, non, je pense qu'il. Alors, c'était il y a 1 an et demi. Du coup, fin d'année. On est en quelle année? 2022. Ouais, fin 2000. Le 10 mai? Le mois? Je sais pas. Octobre 2020. Ah, octobre 2020. Pas mal. Ok. Ah, je le sais, j'ai fait le premier donc. C'est vrai, t'étais Ouais. dans le tout. Ouais. Oh, c'est beau. Et combien d'abonnés maintenant? 3500. C'est beau. Voilà. Wow. Ça fait partie des belles réussites. La qualité principale d'un PM, selon Tanguy. Attends-lui pas trop. Même lui, c'est pas répondre. Je pense qu'il a pas dit ça, mais il le sait pas, mais il est très analytique, donc je pense qu'il dirait des gens qui ont la data, mais surtout la capacité à analyser vue de haut. J'ai répondu la résilience. Ouais, alors, ça aussi. Parce Donc, que c'est le lien avec le chaos. Ouais, pour toi, c'est important de te dire je peux laisser une affaire de côté, j'abandonne si je vois que ça n'a pas de résultat. C'est la qualité principale. ouais, il y a ça, et puis il y a le fait qu'en fait on passe notre temps à se gourer, à faire des choses, on pensait que c'est à mettre énormément d'énergie, et si t'es pas capable de rebondir après ça, alors que tu t'es loupé et ça arrive, en fait c'est difficile de faire ce métier-là. Ouais. Ça, c'est Je trouve. Oui, un vrai entrepreneur qui laisse de côté pour repartir, pour avancer. C'est ça. Ok, très très bien. Et pour encore mieux vous connaître, messieurs, parce qu'on sait que vous vous connaissez un petit peu, normalement, Tony, tu as préparé 2 vérités et un mensonge sur Tanguy. Ouais. Je vais essayer de trouver, parce que je n'ai aucune idée de la réponse. Et vous, dans le chat, également, essayez de trouver, voilà, quand vous voyez Tanguy, et avec les quelques inputs qu'on vient de vous donner, avec la data qu'on vient de recevoir, est-ce qu'on va pouvoir trouver la réponse? Tony, on t'écoute. Le physique est très important. Alors, première affirmation, Tanguy, il a un savoir de fou en mécanique. Maintenant, il sait réparer un van de A à Z avec du scotch et un tournevis. Il peut tout faire. Ok, un Géo trouve tout, la mécanique. Exactement. Deuxième proposition, il a passé plusieurs nuits dans le parc de Belleville pour observer la vie des chats. Évidemment, Voilà. évidemment. Et troisième proposition, et comme tu peux le voir, il a une musculature saillante et Et très je veux le élevée. voir. Voilà. Il est actuellement en lice pour faire partie des grimpeurs qui seront dans la sélection française pour les JO 2024. Ok. Étrangement, je crois à l'histoire des chats et des nuits à Belleville. Le chat, vous pouvez répondre si vous voulez m'aider avec grand plaisir, parce que j'en ai aucune idée. Je pense pas que tu sois en lice, quand même, parce que ça ferait trop de choses. Tu es CPO, tu as créé le ticket, tu vas participer au JO. Regarde les épaules, Ouais, regarde bien les joué. épaules. Non, C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. À mon tour, du Mais- coup alors attends, et le. Attends, justifie-toi sur, pardon. sur les chats. T'es mécano aussi, pareil, une petite passion, c'est ça? Non, en vrai, j'ai passé mon permis. Pour l'histoire, je suis parti voyager pendant 15 mois en van il y a quelques temps. Et à cette époque-là, j'avais même pas le permis. Enfin, Alors, Tu avais le permis. Cut. C'est mal. à 2 mois avant de partir, j'avais pas le permis.
Donc et je me suis dit qu'il fallait que je me forme. Ok. J'ai acheté des livres de mécanique que j'ai pas lus. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, donc je suis un peu moins mauvais, mais Tony exagère. Mais oui, je me débrouille un peu mieux qu'avant, il y a 2 ans. Bon, bah écoute, en tout cas, courage dans la réparation. Et les nuits, on va pas poser de questions sur la nuit avec les chats parce que sinon on y passerait trop longtemps. Tu as préparé également deux questions, enfin deux mensonges et une vérité sur Tony. 2 vérités et un mensonge. 2 vérités et un mensonge, c'est D'accord. mieux. Oui. Sinon, il faut que je change. Alors, pour leur dernier anniversaire de mariage, sa femme lui a offert la tenue complète de Zlatan époque PSG. Je parlais du PSG tout à l'heure. Ok. Lorsqu'il était ado il y a quelques années, il était champion de karting. Et de la dernière proposition, il donne très très régulièrement à boire à sa chienne du jus de cranberry. Les 3 sont vraiment. La tenue de Zlatan, je fais le lien avec la blague du PSG. Ça peut être vrai. Le jus de cranberry, ça sent le truc de fin de soirée. J'ai pas envie de savoir pourquoi. Et tu t'es dit tiens, ça va le faire. Mais en même temps, c'est un peu trop perché. Non, je pense pas que tu donnes du jus de cranberry à ta chienne, sinon la pauvre. Bien malheureusement si. Oh là là, maltraitance. Non, elle est malade. bah oui. C'est un médicament pour elle. Ok. Donc non. No. J'ai fait pas mal de cartes étant jeune. J'étais pas champion, pareil. Ok. Il me jette des fleurs, c'est gentil. Non, c'était Zlatan le mensonge. Ok. En fait, j'adore le PSG, mais ma femme m'interdit d'avoir ne serait-ce qu'un maillot du PSG. Oula. Ouais. Pourquoi? Parce que tu deviens un autre homme. Ouais, et puis le foot c'était mieux avant. Enfin voilà, c'est fini, tu vois. Ah ouais, carrément. C'était mieux avant. Ah, tu sais, ça c'est l'effet Ok. Covid. Hein. D'accord. En vrai, c'est moins drôle. Mais, ouais. Mais j'adore Zlatan. Bon d'accord, on l'embrasse. Voilà, on lui dit bonjour. King Zlatan, si tu nous regardes, on t'embrasse. Bon, maintenant qu'on se connaît mieux, et que voilà, on a un petit peu détendu la bosmère, messieurs, on est là pour parler produit. Ça s'appelle quand même l'after produit et pas l'after Zlatan ou l'after chat ou que sais-je. On va parler de ce premier sujet qui s'intitule voilà, le premier product people d'une boîte, avantages, inconvénients. Je pense qu'il y a peut-être des tips, peut-être également les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Vous avez été vous avez pris ce rôle-là. D'ailleurs, ce serait intéressant de vous présenter très rapidement. Tony, je commence par toi. Ouais. Tu dois présenter rapidement ta carrière et du coup, ce fameux moment où tu as été Ouais. le premier PM. Quasiment 3 fois en fait. Non, ça fait un peu plus de 10 ans que je bosse. J'ai fait une bonne partie de ma carrière chez Vente Privée, VP maintenant, Ouais. en tant que chef de projet digital C'est beau. et j'avais un binôme qui s'appelait Tanguy Verluise et on a poussé pour mettre en place ce qu'on pensait être le produit au début. Du coup, de fait, on était les premiers product guys de cette boîte. Bon, c'est loin maintenant, mais voilà. Ouais. C'était en quelle année à peu près? Pour une idée. 2014. Ouais, moi Ok. un peu avant, mais ouais, dans ces eaux-là. Après, j'ai rejoint il y a 5 ans Back Market au tout début de l'histoire pour créer le produit. Donc, de fait, j'étais tout seul et ça s'est plutôt bien passé. Visiblement. Ouais. Et là, ça fait 4 mois que je suis chez Zephyr, Ouais. donc une start-up dans l'immobilier, sur l'achat instantané de biens immobiliers. Et j'étais tout seul au produit, Également. et je ne suis plus tout seul déjà, donc ça c'est plutôt cool. Mais donc c'est une thématique que j'aime bien, le début du produit dans les boîtes. Visiblement. En Ouais. tout cas, c'est ce qui semble se dessiner. On va en parler un peu plus. Toi, Tanguy, rapidement. Ouais, rapidement. Effectivement, moi j'ai commencé ma carrière à peu près au même moment que Tony aussi chez Vente Privée. Ensuite, je suis parti chez La Fourchette, devenu The Fork by TripAdvisor. Globalement, toutes les boîtes on passe, elles C'est très changent de corporate. nom. Et là, pour le coup, j'étais pas du tout premier PM. En revanche, aujourd'hui, j'ai rejoint une société qui s'appelle Omi, dont on parlera peut-être un peu après, mais qui Voilà. fait notamment du super chocolat. Et On l'a pas goûté. Pour le coup, je suis le premier PM Ok. de la boîte. Et il se trouve qu'en plus, je suis aussi un des cofondateurs d'un média qui s'appelle Le Ticket, Ouais. que tu évoquais rapidement tout à l'heure. Et on a fait un dossier il y a 3 semaines sur le sujet du premier PM, donc j'ai eu l'occasion en plus C'est ça. d'écouter plein de premiers PM parler de la manière dont ça s'était passé pour eux. On tire justement cette thématique du premier PM. Continuons avec toi, justement, Tanguy. C'est vrai que je pense qu'on peut un peu idéaliser ce rôle. En tout cas, on peut se dire, voilà, il y a tout à faire. Ça va être génial, j'ai les mains libres, j'ai personne, entre guillemets, au-dessus de moi. Parce que c'est vrai que ceux qui lancent leur entreprise, ou alors en tout cas, ceux qui rejoignent une start-up, peuvent directement avoir un job de CPO, alors que c'est les seuls POPM. Mais parce qu'ils sont amenés à construire leur gamme produit, à donner toute la vision, etc. Donc ça peut faire peur. Mais d'un autre côté, justement, ça fait quoi d'avoir la main sur
tout. Tanguy, toi d'abord. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. Mais il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit qui sont intéressantes. En tout cas, de la représentation qu'on a de ce que c'est qu'un premier PM. En vrai, c'est ce que disaient pas mal des gens à qui on a parlé. En vrai, le premier PM, au début, il va faire beaucoup du PO, déjà. Parce qu'en fait, d'abord, inculquer la culture produit dans une boîte, c'est commencer par les basiques et puis construire la partie delivery, très souvent. Okay. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est pas parce que tu es premier PM que tu vas devenir CPO derrière. D'ailleurs, finalement, c'est presque relativement rare comme situation. Donc, je pense qu'en tant que premier PM, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on va arriver, qu'on va poser la strate pour les 12 prochaines années et ensuite dérouler le plan. Globalement, au début, tu mets quand même beaucoup les mains dans le cambouis. Moi, je mets beaucoup plus les mains dans le cambouis aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et juste pour faire le pont... il n'y a pas très longtemps, je parlais avec quelqu'un qui était redevenu PM. Okay. Après avoir pris un poste de CPO, il me disait, en fait, j'avais l'impression d'avoir régressé en tant que CPO dans ma pratique du produit. Donc, il dit, du coup, j'ai préféré retourner en PM dans une grosse scale-up plutôt que de continuer CPO. C'est vrai qu'en plus, quand on est premier PM chez VP ou premier PM dans une boîte qui se lance, effectivement, c'est pas la même. Ça te fait réagir. Bah non, mais c'est... non, mais je pense, en fait, c'est ça la bonne clé d'entrée pour comprendre le truc, c'est que premier PM dans une boîte, en fait, ça veut tout et rien dire. Parce que si tu arrives dans une boîte qui a déjà un chouïa de culture produit, enfin, typiquement, tu vois, je suis arrivé chez Zephyr, en fait, il n'y a pas d'orga produit, mais la boîte est un produit. Et tu vois, les fondateurs avaient pensé le truc en mode, il faut qu'on soit très très fort sur notre proposition de valeur, qu'on construise quelque chose de fort. Et en fait, moi, j'arrive pour concrétiser la chose, ce qui est super, c'est luxueux. Quand je suis arrivé chez BM, Back Market, pardon, j'ai fait le process en mode, ils cherchaient un PO. Et en fait, en discutant, ils étaient en mode on sait pas ce que c'est réellement que le produit, mais on a envie de le mettre en place et du coup on cherche quelqu'un. Et en fait, c'est là où ça s'est bien déroulé parce que je leur expliquais plus ce qu'était le produit à l'époque. C'est marrant de le dire. Et maintenant, c'est une boîte très 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 produit pour le coup. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu as commencé par expliquer ce qu'était le produit. Le product management, c'est relativement récent, mais je pense que dans les 5 dernières années, il y a eu une belle croissance. On voit, il y a pas mal de grands groupes qui commencent à avoir des Digital Factory, ou en tout cas des pôles produits. Et pourtant, on rejoint une boîte qui s'appelle Zephyr, qui est créée récemment. On doit quand même expliquer ce qu'est le produit. Ça commence par là, en fait, quand on est le premier PM. Et je vais même tirer le fil. Tout le monde derrière la caméra n'est pas un entrepreneur, enfin, ne fait pas partie d'une toute petite entreprise. Certains font partie de plus grosses boîtes. Si on prend l'exemple de VP, que vous avez connu, à nouveau, ça commence par expliquer ce qu'est le product. Ah ouais. Encore chez VP, c'était encore différent parce qu'on était vraiment dans une culture très projet, un peu lourde, quoi. Ouais. Et justement, c'est ce qui nous a commencé à parler de produit, à nous amener dans un truc produit. Donc, alors après, on savait rien, donc on a appris et on expliquait en même temps. Donc c'était rigolo. Mais non, en fait, encore une fois, ça dépend ce que tu mets derrière le terme produit parce que quand tu arrives dans une boîte où on va dire la proposition de valeur est déjà posée, le market fit est déjà posé, en fait les gens font du produit sans mettre le terme produit. Et souvent tu arrives avec plutôt le côté le set agile, le fonctionnement produit, l'itératif, l'incrémental, la donnée, etc. Et en fait c'est ça moi que j'entends par expliquer ce qu'est le produit. Tu vois, c'est plus comment ta proposition de valeur tu l'as fait évoluer avec une culture produit versus une culture projet. D'accord. Mais en vrai ça a vachement changé parce que typiquement chez Zephyr, ils étaient déjà beaucoup plus câblés qu'on pouvait l'être chez Back Market il y a 5 ans, alors que c'était qu'il y a 5 ans. Et c'est juste le marché qui a évolué, je pense aussi. Tu parles même méthode et process, en fait, finalement, très rapidement. Finalement. Toi, chez OmiNC, tu as également cette vision-là de se dire, en fait, le plus vite possible, la meilleure manière d'évangéliser, de dire ce qu'est le produit, c'est de mettre en place des cérémonies, petites démos, les leviers, etc. En fait, ce qui est important, c'est de poser les intentions de ce que tu vas faire derrière. Je te donne un exemple. Par exemple, chez Omi, un des premiers trucs qu'on a mis en place quand je suis arrivé, c'est pas une roadmap, c'est la méthodologie des OKR. Pourquoi ? Et Tony a fait la même chose chez Zephyr, parce que c'est des objets, mais des objets qu'on manipulait pas il y a 5 ans en fait, qui existaient bien sûr, mais qui n'étaient pas diffusés dans les entreprises françaises ou encore très peu en tout cas. Et pourquoi on a mis ça en place ? Parce qu'en fait, ça permet grâce à la méthodologie, de commencer à se dire, parlons du problème, parlons de l'origine, plutôt que des initiatives que vous avez envie de pousser. Et ton problème quand tu es en start-up, c'est que tu as très peu de ressources et beaucoup d'idées. Donc comment tu fais pour réorganiser ça et essayer que tout rentre dans un pipe ? Les OKR peuvent être un outil. Donc en fait, on utilise l'outil pour essayer de driver en tout cas la manière
dont les initiatives sont poussées et ce qui permet de dire non, ça on le fait pas. Ok. Et ce qui est finalement le sujet principal à toutes les stades de la boîte, mais encore plus quand tu as 4 ou 5 personnes dans l'équipe de développement, par exemple. Ouais. Donc, tu peux pas toutes les semaines sortir autant que quand tu as 50 développeurs. Complètement. C'est marrant parce que tu parles justement de cette notion de priorisation. Ça fait écho peut-être à ce que tu disais tout à l'heure sur la capacité à aimer le chaos, en tout cas à killer des features. C'est vraiment un peu la trend. Effectivement, ça fait partie des premiers sujets que tu vas un peu mettre en place. OKR ou rien de manière macro de la prio. Tout à fait. En plus, c'est pour ça qu'on t'embauche au début, Ouais. la plupart du temps. Y a le chat réagit sur ce que tu disais, Tony, tout à l'heure. Justement, comment rassurer les stakeholders en attendant de trouver le market fit en tant que premier PM? Alors ça, c'est plus côté... Ah ouais. Tu peux autant trouver ça chez Zephyr que chez... Alors moi, mon truc, c'était d'aller que dans des boîtes où il y avait le market fit déjà. Donc, non, mais c'est une bonne question. Et alors c'est une très très bonne question parce que je suis absolument convaincu, et c'est encore une fois le cas chez Back Market et Zephyr, que le vrai élément de market fit, en fait, c'est ta proposition de valeur. Et pour moi, ta proposition de valeur, c'est ton produit. Et peu importe que ce soit de l'interface, du tooling, on s'en fout, quoi. Voilà, chez Zephyr, concrètement, aujourd'hui, tu as très peu de produits au sens interface du terme, quoi. Mais tu as déjà tout un cycle qui est fait et qui est une logique produit et qui est une proposition de valeur. Et je pense que c'est ça aussi un des gros points forts de l'expertise produit, c'est de travailler la proposition de valeur. Et en fait, de créer ce que va être ton produit. Et c'est comme ça, je pense, que tu rassures pas mal tes stakeholders dans une optique de chercher ton market fit. Et en vrai, tu rassures tes stakeholders sur le fait que tu maîtrises la partie produit, mais tu rassures pas les stakeholders sur le fait que vous allez trouver le market fit. Non. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en fait, c'est finalement un peu de politique aussi avec le premier POPM de la boîte. C'est en tout cas manier les mots avec je te rassure, mais pas trop. Ouais. Ça fait partie des difficultés peut-être d'ailleurs d'insuffler le produit parce que c'est l'incertitude aussi le produit contrairement. Non, c'est en fait ce qui est compliqué, je pense, dans le fait d'être la première personne avec l'étiquette produit, c'est que tu dois prouver que la temporalité de ton produit peut être plus longue que ce que tu vivais, toi, notamment en early stage. Enfin, tu vois, tu arrives en early, tout se fait à la minute, soit très vite, etc. Et quand tu arrives en produit, tu arrives avec tes notions d'OKR, de roadmap, de prio qui globalement ne se font pas à la semaine. Et du coup, tu dois aider les gens à comprendre que notre valeur, ça va être de prendre un peu de recul, de réfléchir un peu plus potentiellement que ce qu'on faisait avant, coucou la discovery, et de se dire qu'il peut y avoir plusieurs temporalités dans un cycle de développement de propositions de valeur et de produits, et que c'est pas grave. Et c'est ça, je pense, un des gros éléments d'explication politique, je sais pas, mais au moins de convaincre les gens sur le fait qu'il y a des tempos différentes, quoi. Et est-ce que c'est, quand vous avez lancé, entre guillemets, initié ce mouvement-là chez VP, tous les deux, les premières choses que vous avez mises en place, c'était quoi? Et surtout, est-ce que, posteriori, vous vous dites, en fait, on a commencé par un bon vieux Scrum et en fait, on s'est planté? Je pense que déjà, il faut être très humble. On était hyper jeunes et très inexpérimentés. On a eu une chance extraordinaire chez Vente Privée, c'est que on y a été à un moment où la boîte allait un peu moins bien. C'était une boîte qui allait hyper bien depuis 10 ans et qui était une boîte de sales. Et où, en gros, la politique, c'était de dire ce qui drive le trafic, ce qui drive les achats, c'est l'offre. Donc si on rajoute Nike, si on rajoute Disney, les gens vont venir quoi qu'il arrive. Et en fait, on est arrivé à un moment où ce modèle-là marchait un peu moins bien. Et c'est là où on s'est dit, il y a quand même, à l'époque, il y avait 2,5 millions de personnes qui venaient tous les jours sur VP. C'est quand même dommage qu'on n'essaye pas d'aller incrémenter même de 1% ou de 1 point la conversion, parce que c'est énorme sur 2,5 millions de personnes. Et c'est là où le produit a commencé à naître chez VP. Et moi, j'ai eu une chance supplémentaire, c'est que j'étais sur le mobile, sauf qu'à l'époque, le mobile n'existait pas. D'accord. Et du coup, le mobile, c'était concrètement 4 devs au fond d'un open space de bonne DSI old school. Et en fait, c'était un peu les nerds du truc et on faisait ce qu'on voulait. Donc, on a commencé à amener nos boards agiles et tout ça, alors que c'était pas dans le groove de la boîte, quoi. Et en fait, ce qui est bien, c'est je pense qu'on avait réussi à l'époque, et ce qui était vraiment pas gagné parce qu'on savait pas le faire, c'est qu'on a fait du produit par l'exemple. On a montré que l'incrément, l'itération et tout avait une vertu.
parce qu'on était dans une logique très cycle en V à l'époque pour le coup. Et du coup, ça a bien marché par l'exemple, je pense. Parce qu'il y a un truc qui est assez, je pense, commun quand tu es aussi premier PM dans une boîte, c'est la logique de la création de valeur, quoi, assez rapide. Donc plutôt partisan, toi, tu vois, il y a pas mal de sociétés qui veulent se transformer, qui veulent passer au produit. Parfois, ça vient du top management, parfois, ça vient des équipes. Toi, tu es plutôt partisan de se dire, quoi qu'il arrive, en tout cas, les meilleures transfos, elles sont bottom-up un peu. Ça vient d'en bas. J'y pense, je crois fortement à ça. Ok. Et on en discutait à la fois. Il y a ça et il y a le côté prouver de la valeur par le produit. Et nous, on parlait pas mal du début d'expérience d'un PM dans une boîte. Et je suis toujours. Quand je parle aux gens, je leur explique toujours qu'il faut trouver deux choses. C'est comment tu vas montrer que tu peux créer de la valeur long terme, c'est ce que je disais avant, et aussi être capable très très vite de trouver de la petite valeur, mais en fait des petits éléments qui vont créer de la valeur forte et visible, justement pour montrer que le produit c'est surtout un vecteur d'incrément et de croissance, plus juste qu'un set de méthodos et tout. C'est le deuxième step pour le coup. C'est justement, tu montres que ce que tu fais sert à quelque chose et que tu n'es pas juste là pour faire des rites agiles. Quoi. Et vous êtes arrivé assez vite justement à prouver, parce que c'est ça aussi, la promesse est belle, effectivement. On se dit, ok, la boîte est en train de décroître, on va aller plus vite, on va tester, on va augmenter ce 1%, on va l'améliorer. Ça s'est passé comme ça. Non, mais c'est pour ça, c'est là où tout à l'heure quand tu disais qu'il y avait un peu de politique, tu n'étais peut-être pas complètement, c'est pas totalement faux. Mais la politique, elle est plus du côté des fondateurs, en fait, le moment où ils décident d'embaucher leur premier PM. Parce qu'en fait, c'est au moment où eux, ils sont prêts, et c'est toi, en tant que futur recruté, qui doit t'assurer que les gens, que les fondateurs sont prêts à avoir un premier PM. Et ce qui veut dire qu'ils sont prêts parfois à prendre un peu de lag, d'avoir des gens qui peut-être vont avoir besoin de 3 à 4 mois pour être à leur niveau en termes de vision, de stratégie, etc. Parce que sinon c'est l'assurance que ça va hyper mal se passer pour tout le monde et que tu vas plus détruire de la valeur pour la boîte qu'autre chose. C'est marrant parce que tu parles effectivement un peu Il y a une question dans le chat qui est: est-ce que vous avez encore plus de pression en tant que premier PM pour que la startup fonctionne? Je parle justement de la pression que des fondateurs peuvent avoir. Ils recrutent un PM pour justement pouvoir canaliser ça. Je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, on est tous d'accord pour dire qu'avoir un product guy dans son entreprise au tout début, c'est top. Est-ce qu'on a plus de pression en tant que premier PM pour que la startup fonctionne? Non, si, pour le coup, j'ai vécu. Tony a souvent été premier PM, mais moi, quand j'étais chez TripAdvisor, j'étais clairement pas dans les premiers PM. La pression, pour moi, elle n'a rien à voir. C'est encore plus, tu le ressens encore plus au jour le jour. Faut que la boîte elle marche, quoi. Quand tu travailles dans une grosse structure, la boîte elle continue à fonctionner, même si sur ton quarter, t'es pas ultra bon. Tu vois, ça fait une vraie différence quand même. T'es au cœur. Tu partages. Anthony. Là, moi, chez Back Market, j'étais extrêmement stressé au début. C'était dur parce que il faut positionner la chose et en effet prouver ta valeur, et c'est complexe. Là, chez Zephyr, c'est différent parce que plus d'expérience de fait. Mais c'est aussi que maintenant, vu la place du produit dans ces boîtes, je me positionne plus dans une logique de maintenant c'est ma boîte, il faut qu'elle perf, et je suis un vecteur de perf, quoi. Et c'est moins du stress, c'est plus de ok, faut que ça marche. Je comprends, je vois juste une avalanche de subs et d'abonnements offerts. Alors c'est notamment Lord Coty qu'on fait coucou qui offre des abonnements. Donc évidemment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher des emotes et tout ça. Voilà, ça nous fait toujours très plaisir, et ça fait plaisir à toute l'équipe qui travaille derrière l'after. Il n'y a pas que nous sur le plateau, il y a des gens formidables derrière la régie. Je reviens sur une question également du chat de Remduf qui dit: la transfo peut-elle être véritablement bottom-up sans un minimum de soutien, promotion du management? Pas du tout. Compliqué. Non, il y a une logique, et ça pour le coup je pense que c'est un des trucs qu'on a appris chez Vente Privée, c'est la logique du sponsor. T'es obligé d'avoir... Enfin, souvent il est déjà naturellement là parce que ça pop pas dans l'idée de quelqu'un un matin au café de se dire je vais prendre un PM. Souvent c'est quelqu'un qui s'est un peu renseigné et que tu dois utiliser comme un sponsor. Et ça veut dire... Alors, tu vois, cette notion de sponsor, je pense que ça parle à tout le monde, mais c'est quoi un bon sponsor? Est-ce que c'est le plus haut d'une entreprise? Est-ce que c'est juste un super manager? S'il y a 4 strates entre le COMEX et toi, est-ce que c'est juste ton manager mais qui est top et qui pousse, ou il faut absolument que ce soit le plus haut? Je sais pas. Non, les bons sponsors, en fait, tu les identifies vite dans une boîte. D'accord. Quand tu vis dans une boîte, tu te rends bien compte, les gens qui sont capables de créer une traînée avec eux et qui sont capables de faire l'extra mile qui fait que le truc qui va s'enliser en fait va pas s'enliser et va aller. Donc en fait
toi en tant que membre d'un collectif qui est capable d'identifier les bonnes personnes qui vont te permettre d'aller et qui remplissent tes manques à toi aussi. Évidemment. Non mais c'est vrai. Non mais c'est complètement vrai. Et c'est une logique clairement d'entrepreneur. Enfin, c'est trouver quand tu es dans une boîte early, tu as envie de t'entourer des bonnes personnes. Ouais, complètement. Imaginons que quand tu es dans un grand groupe, tu as aussi envie de t'entourer des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est celles qui vont te permettre de réaliser tes objets. Et un sponsor, c'est ça pour moi. Tu touches finalement à quelque chose dont on a parlé au début, mais les mauvais choix en fait qu'on peut faire tout simplement, en tout cas là où on peut se planter. Il y a de la pression quand on est le premier PM. Même, j'ai envie de dire, chez VP, si on te voit faire des choses différentes, tu es plus regardé, je pense, dans une entreprise. C'est une pression différente, mais dans l'idée, tu fais des choses nouvelles. Voilà, on a donné pas mal de tips en tout cas sur comment y arriver, mais là où on peut se planter, là où il est facile de se planter en tant que premier PM, c'est sur quel aspect? Qu'est-ce que vous dites au quotidien chez Zephyr? Faut que je fasse gaffe à ça. D'expérience, on va se planter là-dessus. Non, je pense que. Alors, il faut être dans une optique de se dire je vais pas me planter. Et je pense que la seule façon de pas se planter, et il n'y a pas de secret, hein, c'est. Quand je suis arrivé, mon état d'esprit c'était de tout comprendre sur la boîte. Mais vraiment de tout comprendre. Et même des choses qui me regardent plus spécialement dans ma vie pro. Mais je pense que tu limites ton risque en étant très très bon sur ta compréhension analytique du fonctionnement de la boîte, sur la finance, sur la data. Certes, tu feras des erreurs, mais les erreurs, elles peuvent se limiter déjà parce que normalement tu fais pas des choix tout seul dans ton coin. Donc quand tu fais des erreurs, c'est des erreurs de boîte, c'est pas des erreurs produits, quoi. Et normalement, la beauté du produit, c'est que tu es aussi capable de paralléliser les choses, quoi. Et qu'un échec, c'est jamais vraiment un échec. J'ai pas en tête d'échec où je me suis dit, je vais cramer l'activité. Sauf si tu plantes la boîte. Sauf si tu plantes la boîte, mais c'est rarement juste un facteur produit ou tech, c'est un facteur aussi de boîte, quoi, de fonctionnement, de secteur, etc. Et il faut l'éviter. Tu vois d'autres manières il faut faire attention à les gens qui se posent des questions, qui sont dans votre situation, hein, il y en a des centaines, peut-être même des milliers en France. Alors j'ai moins de recul sur cette fonction sur ce poste de premier VM que Tony, mais moi un des trucs en tout cas qui me marque, c'est que quand tu arrives, tu découvres une nouvelle boîte et tu découvres aussi plein de potentialités. Et tu as envie de tout activer. En fait, tu dis vas-y, ça j'essaye. Et en fait, tu t'épuises et tu fais moins de produits, moins ce pourquoi on t'attend, parce qu'en fait, à l'arrivée, comme tu bosses avec l'équipe marketing, tu vas les aider un peu sur la partie marketing. Quand tu bosses un peu avec la partie sales, tu vas. Et en fait, au bout d'un moment, toi, tu te retrouves aussi à t'épuiser dans une diversité d'activités. Toi, en tant que PM, même pas en tant qu'équipe produit et engineering, toi, en tant qu'individu. Et ça, je pense que c'est un risque. Moi, tu vois, j'ai rencontré dans le cadre des activités chez vous pas mal de startups avec une personne qui devient CPO, finalement un peu dans le même cadre que vous. Un des problèmes qu'ils avaient, et je parle vraiment au pluriel parce que j'en ai rencontré pas mal, c'était, comme on le disait tout à l'heure, la logique business. En fait, c'était on veut acquérir des nouveaux clients, on veut faire de l'argent, donc il y a une logique business très forte. Bien souvent, il y a un client qui paye un peu plus cher, ou en tout cas qui veut plus particulièrement, et qui veut des features spécifiques. Voilà. Et là, on peut tomber dans le biais du produit et se dire, bah oui, en fait, je vais développer celle-ci parce que c'est celle qui va rapporter plus de sous. Quand en fait, on doit peut-être garder notre ligne produit. Ce grand débat, en fait, qui peut animer, c'est vrai, la communauté des entrepreneurs, de se dire, bah non, moi, je veux m'assurer là sur 2-3 ans ce super client et je vais faire à la lettre ce qu'il va me dire, même si ça va pas aider mon produit. Est-ce que peut-être toi, Tony, tu t'es retrouvé dans cette situation-là, et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces CPO de start-up qui sont dans ce cas-là? Alors, moi, jamais. J'ai jamais été dans des boîtes dépendantes de clients. Du business, enfin, dépendant du business, si. Mais jamais en dépendance totale, comme tu viens de le dire. D'accord. Par contre, ma logique produit, et c'est un truc auquel je crois dur comme fer, c'est qu'il faut travailler tes fondations. J'ai la chance d'avoir bossé dans une boîte back market qui a connu une hyper-croissance folle. Et en fait, sans des fondations solides, t'arrives à rien. Donc, c'était toujours dans une logique, on va dire, de chasser les opportunités et d'aller là où en effet potentiellement le revenu est. C'est cool, ça marche, mais il faut jamais négliger tes fondations. Et c'est ce qu'on fait par exemple chez Zephyr. Là, on a une optique vraiment de se dire on veut être un produit qui va tenir dans de nombreuses années, mais du coup ça se joue aujourd'hui. Et quand Tanguy disait tout à l'heure, tu as plein d'idées, d'opportunités et tout, en fait c'est ça l'arbitrage qu'il faut faire quand tu arrives dans une boîte. Et ce choix, et tu as raison, alors moi j'ai pas connu non plus la situation que tu décris, mais probablement parce qu'on a surtout bossé dans des boîtes B2C l'un comme l'autre.
Mais c'est vrai que c'est hyper tentant quand tu vois une ligne business qui semble de mettre toutes les forces là-dessus. Et en vrai, tu décides pas tout seul. Enfin, je veux dire, c'est là où tu vois bien si tu as un management qui est fort, qui est capable de se projeter au-delà de la prochaine levée de fonds. C'est ça. Et c'est dans ces discussions-là que ça se joue. De levée de fonds, je pense que ça rajoute une pression particulière, non, de bosser dans des boîtes qui lèvent, qui du coup ont... Enfin, voilà, il y a quelqu'un au-dessus du CEO, il y a cette logique d'investisseur. Tu l'as senti toi avec les levées de fonds côté back market? Ça dépend aussi. Ça dépend de l'objectif de tes levées. Typiquement là, je vais plutôt parler de celle chez Zephyr avec Sequoia. C'est une levée de fonds où un des buts principaux c'est de recruter pour créer le produit. Et on a de la chance d'avoir des fonds aujourd'hui, et ça pour le coup c'est vrai aussi chez BM, qui comprennent le produit et en fait ont compris qu'ils investissaient dans des produits et du coup c'est beaucoup plus simple je pense que ce qu'on a pu connaître avant parce que souvent la logique de fond elle est de dire ok on veut construire des boîtes qui vont tenir longtemps, on veut pas exit dans 2 ans quoi. Et du coup ils ont compris que le produit est un vecteur de long terme quoi. Peut-être qu'il y a eu d'ailleurs un changement d'état d'esprit sur ces grands fonds d'investissement qui ont arrêté de donner de l'argent à des startups qui... Voilà, ils ont filé à 10 il y a boîtes. Il y en a encore un paquet. Bon, on retient ça. Ça dépend des fonds. Je reviens sur un autre point qu'on avait abordé au tout début. Là, tu travailles donc chez Zephyr. Zephyr achète des maisons, vend des maisons. Alors certes, in fine, le produit digital, c'est un site, c'est une app aussi également. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Back market, OmiNC, VP, c'est du pure player. Est-ce que toi, tu vois une logique différente quand le produit final vendu n'est pas, enfin en tout cas le produit n'est pas au cœur en tout cas de la stratégie? Et bah oui, mais c'est justement ça qui est trop bien. Parce qu'en fait, moi avant, j'ai toujours été dans des business où la supply avait un rôle important. C'est pareil, hein, chez Back Market, si t'as pas de supply, t'as pas de CVR, point final. Je schématise. Mais là, ce qui est bien, c'est que sur un produit comme Zephyr, où en effet, t'es sur des biens qui coûtent très cher et tout, en fait, t'es plutôt dans une optique produit d'accompagnement des gens et de lever les problèmes des gens et de les aider tout au long d'un cycle de vie. Et en vrai, pour moi, d'un point de vue produit, la transaction, elle est... je vais pas dire secondaire, ce serait faux, mais c'est le process et le cycle utilisateur qui compte un peu plus que dans du e-commerce où tu as quand même très envie d'être dans l'optimisation et de la rapidité quoi. Là, tu as d'autres aspects à amener, en fait, typiquement comment je vais amener mes bons segments d'utilisateurs à une proposition de valeur un peu différente, comment je vais tweaker, etc. C'est intéressant parce que même, je sais pas toi Tanguy, mais tu as rejoint il y a peu de temps OmiNC. Si la vision de l'entreprise est très claire, j'imagine qu'en tant que premier PM, justement, au moins ça te... faut que la vision soit claire pour que ça puisse te driver au quotidien. Ça fait partie des choses qu'on va rechercher, j'imagine, en tant que premier PM, de se dire, ouais, au moins je sais où est-ce que je vais. En tout cas, ce qui est très fort, c'est la mission de la boîte. La mission de la boîte, c'est de dire, on pense qu'on peut attaquer un sujet énorme qui est le réchauffement climatique, les enjeux climatiques, à travers l'alimentation. En revenant au tout début, c'est-à-dire au champ, et jusqu'à la distribution en ligne. Donc ça, c'est les produits qu'il y a ici, c'est des produits où tout a été sourcé pour s'assurer que c'était produit dans une approche régénérative de la terre. Donc c'est là aussi où c'est hyper intéressant de se positionner. Et moi, c'est la première fois de ma vie que je travaille avec des produits vivants, des vrais produits. Et ça c'est pareil, ça change tout. Ça change tout, même dans ton approche du product management, de travailler avec des produits qui ont une DLC, ont une fin de... ça change. Non, c'est vraiment très intéressant. Moi, les produits, ils sont à côté de moi dans le bureau. Il y a l'entrepôt, il est à côté de moi. Donc, si tu veux, tous les jours, je vois les produits qui rentrent, qui sortent. Le fait que les produits qu'on met en ligne, ils sont venus de tel lot et donc ils étaient venus de tel producteur, de tel agriculteur et qu'il faut être capable de faire toute la traçabilité, ça change totalement ta manière de concevoir des produits, etc. Est-ce que ça va même, j'aimerais bien aborder ce dernier point avec vous, on parlait de méthodo justement tout à l'heure, quand on a des produits finis, tu dis que ça change même ta manière de pratiquer le job, parce que tu as peut-être une complexité, une question de timing, une question de temps. Il y a pas mal de PM qui se disent j'arrive dans une nouvelle entreprise ou en tout cas je veux initier des nouvelles choses, je mets en place les méthodes. On est tous, je pense, convaincus qu'il faut toujours adapter les frameworks, adapter les outils à notre quotidien. Est-ce que là, par rapport à ce que tu dis sur la date de péremption de certains produits, tu as dû adapter justement certains préceptes agiles ou ta vision du produit, tu dis en fait ce que je croyais être... Un exemple hyper simple, je pense une semaine après que je sois arrivé, on parle avec la personne qui s'occupe de faire les projections de vente, les projections d'achat plus exactement auprès des fournisseurs.
Et quelqu'un lui demande, t'as besoin des projections à combien de temps? Et elle répond 2 ans. Et moi j'ai éclaté de rire. Parce que je pensais que c'était une vraie blague. C'est pas possible. Et en fait non, parce qu'en fait dans la vraie vie, quand tu fais tes projections d'achat et que tu travailles avec des agriculteurs, il faut que tu sois capable de t'engager sur leur prochaine récolte. Et ils plantent aujourd'hui pour récolter dans un an. Et dans la manière dont tu conçois tes produits, il faut que tu prennes ça aussi en compte. Dans la manière dont tu construis tes algos pour faire tes prévisions d'achat. Ok. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, Et c'est un vrai défi. C'est beau. Et toi, Moi, alors, moins. Moi, non, la vraie différence, c'est que chez Back Market, j'ai mis beaucoup de temps à initier des démarches plutôt côté user research et discovery, mettre des process un peu durs. Et en fait, là, c'est l'inverse. Vu qu'on est un business où moi, très honnêtement, je m'en fous des biens qu'on vend, les maisons, je les vois pas. Moi, je m'intéresse aux gens qui viennent sur la plateforme et qui ont envie de faire une transaction. Et du coup, on est beaucoup plus dans une démarche de comprendre à qui on s'adresse. Du coup, d'aller parler aux clients, d'aller parler aux utilisateurs internes et de segmenter tout ça. Et donc, on est déjà beaucoup plus dans une démarche de user research alors qu'on est 4 aujourd'hui dans l'équipe que j'ai pu le faire chez Back Market. Ok, bah écoute, intéressant, tu me fais la transition. On va vous passer une vidéo, messieurs. Alors, nous, on a regardé en off, j'en parlais au tout début. On a cette rubrique-là qui s'intitule, vous la connaissez, on l'avait déjà eu il y a 3 mois, qui s'intitule On a testé pour vous. Et on a testé pour vous Flagship, qui est justement une feature d'AB Testy, qui permet justement de pouvoir être sûr de moins se planter, en tout cas dérisquer le produit. Et bien écoutez, on vous laisse découvrir cette vidéo et on débrief ensemble après sur le plateau. À tout de suite. Hello les loutres et bienvenue dans ce nouvel épisode de On a testé pour vous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Progressive Delivery, on va vous parler d'AB Test, on va vous parler d'avoir la main sur votre go-to-market. En bref, on va vous parler d'une solution qu'on a déjà testée pour vous. Et cet outil, c'est Flagship par AB Testy. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, AB Testy, c'est une boîte qui a été créée en 2009 et qui vous permet de faire des expérimentations côté client avec des interfaces et des workflows un peu différents. L'objectif, c'est d'expérimenter directement avec vos utilisateurs et ensuite de voir laquelle des 2 interfaces ou lequel des 2 workflows que vous avez testés fonctionne le mieux. En 2019, l'entreprise a décidé d'étoffer son offre et a créé Flagship, un outil cette fois orienté côté serveur, qui vous permet donc de créer des expérimentations et des interfaces beaucoup plus complètes et qui vous permet de récupérer le go-to-market en pouvant activer ou désactiver des features directement dans votre produit. En tant que PM, Flagship vous permet d'avoir la main sur le go-to-market et de faire des expérimentations directement avec le clic d'un bouton. Bon, je sens que c'est toujours un peu flou, du coup je vous propose qu'on passe à un cas pratique. Coucou, moi c'est Chloé. Je suis PM sur un site de e-commerce et j'ai plusieurs de mes clients qui me demandent la même chose depuis plusieurs mois, pouvoir enregistrer un produit sans pour autant l'acheter tout de suite. Ni une ni deux, j'embarque ma designer et c'est parti pour 2 semaines de travail pour préciser le besoin, designer et spécifier la solution pour mes développeurs. Et voilà, une toute nouvelle feature permettant à mes utilisateurs de mettre un produit dans leur wishlist. Mais une question se pose, est-ce que ce bouton devrait figurer sur la page de résultats de recherche, là où les produits sont comparés, ou plutôt dans la page de détail du produit, là où l'utilisateur est le plus engagé ? Pour tester les 2 en conditions réelles avec mes produits, je décide donc de passer par Flagship. Après avoir demandé à mes devs de coder les différents emplacements où les utilisateurs verront le bouton de la wishlist, je paramètre moi-même la campagne directement sur Flagship. La version A affichera le bouton dans la page de résultats de recherche et la version B dans la page de détail des produits. Une fois le paramétrage terminé, je n'ai plus qu'à activer le feature flag sur la plateforme de Flagship et voilà. J'ai désormais 50% de mes utilisateurs qui voient la version A et 50% la version B. Pour que mes résultats soient significatifs, on décide de laisser le test tourner pendant une vingtaine de jours sans rien toucher. Ensuite, une fois qu'on estime avoir eu assez de trafic, je n'ai plus qu'à retourner sur la plateforme et analyser les résultats. Et après quelques semaines, voilà le résultat. En mettant le bouton de wishlist directement dans la page de détail de produits, j'ai moins de produits qui sont ajoutés à la wishlist, mais ils convertissent 3 fois plus que lorsque le bouton se trouve sur la page de résultats de recherche. Encore un succès dans ma delivery. Merci Flagship! Bon, je sais ce que vous allez me dire. Vous avez déjà une stack technique qui est hyper complète, et donc du coup que rajouter un outil comme Flagship, ce serait juste la complexifier pour pas grand chose. Et vous avez un bon point, mais du coup je vais vous donner les raisons pour lesquelles Flagship reste un très bon outil pour toute votre entreprise, peu importe votre taille ou votre secteur. La première raison, c'est que ça reste un outil AB Testy.
Et donc, ça va vous permettre de faire des expérimentations et des tests directement avec vos utilisateurs, juste avec le clic d'un bouton, et de voir directement dans leur dashboard, leur reporting ou leurs études statistiques, les résultats sur vos KPI business. En tant que PM, ça nous permet aussi d'être moins dépendant des devs pour tout ce qui va être release, et surtout pour montrer aux utilisateurs la feature, à quels utilisateurs la montrer, et surtout quand l'activer ou la désactiver. Ça va également permettre à vos équipes de livrer de manière progressive, de manière régulière, et tout ça sans impacter les utilisateurs. Et pour ça, il y a 3 gros avantages. Le premier, c'est que vous n'êtes plus dépendant des releases sur les stores. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, une fois que le code est fini côté front, vous pouvez pousser la nouvelle version de l'application, et une fois que vous finissez le code côté back dans un second temps, activer la feature dans cette nouvelle version. La deuxième, c'est que si vous avez des workflows compliqués ou des bouts de code qui sont alambiqués, vous pouvez pousser une partie de ce code même quand la feature n'est pas finie, et derrière, ça permet à vos équipes d'être plus indépendantes et de ne plus être obligées d'attendre que les autres équipes aient fini. Et la dernière partie, c'est que si jamais vous avez un pépin, une feature qui va casser le workflow ou alors quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, vous pouvez faire un rollback en urgence juste avec un bouton. Plus besoin de déranger 17 équipes et 23 développeurs pour repasser à la version précédente. Bon, c'est pas tout ça, mais Marcel et Loulou attendent derrière et ils sont en train de me dire qu'on prend trop de temps. En quoi on a kiffé la solution? La première chose, c'est que une fois que c'est implémenté sur votre outil, vous pouvez directement créer vos premières expérimentations et vos premiers A/B tests en remplissant directement des formulaires sur l'outil. Ce que ça veut dire, c'est qu'en tant que PO ou en tant que PM, vous n'avez plus la possibilité de toucher à du code, et donc ça limite vachement les risques pour votre équipe. La deuxième chose, c'est que l'outil est hyper intuitif. Pour créer une nouvelle expérimentation, c'est uniquement un formulaire à remplir, et d'ailleurs, Flagship a déjà des use cases pré-remplis avec différents cas qui ont déjà été enregistrés. Ce qui est pépite, c'est que cette solution, elle marche aussi bien pour des features assez complexes comme des workflows de création de compte ou d'achat, mais aussi pour des choses un peu plus simples, comme l'ajout d'un bouton dans une wishlist par exemple. Bon, il y a quand même un truc sur lequel il faut faire attention. Ce process-là, il nécessite d'être très rigoureux dans la partie delivery. Ajouter des feature flags, ça implique aussi qu'à un certain moment, on arrête de les utiliser. Ce que ça veut dire, c'est que si on les clean pas régulièrement, ça va rajouter de la dette technique dans votre stack. Et pour régler ce souci, Flagship vous propose des bonnes pratiques et des Q&A directement sur leur site. Bon, globalement, je pense qu'on a fait le tour de la solution. Du coup, il vous reste plus qu'à les contacter. On vous met le lien en commentaire directement pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Et surtout, quand vous les voyez, dites-leur que Raph et Coco leur passent le bonjour. Allez, à bientôt les loutres! Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à dire dans le chat. Je vois qu'il y a eu plein d'emotes, mais ça n'est pas une réponse à la vidéo. Voilà. Mais continuez quand même de spammer, c'est quand même très très drôle. Tanguy, toi, les A/B tests, A/B testy, et peut-être plus particulièrement les A/B tests en général, t'aimes bien, t'aimes pas, tu l'utilises bien, tu l'utilises mal, tu sais toujours pas comment faire. Non, moi j'ai eu la chance de bosser dans une boîte qui avait été rachetée par TripAdvisor, et c'est leur culture TripAdvisor, Okay. Il y a certaines boîtes américaines. Si tu as beaucoup de trafic, c'est royal au bar Okay. des A/B tests, parce que bah, tu peux emmener plusieurs en parallèle et vérifier que ce que tu fais, ça n'a pas d'impact. Après, en faire bien, c'est un métier. Ouais. Toi, tu disais en off tonique. Non mais Tanguy a bien résumé, c'est un métier. C'est un métier. Chez Back Market, pour le coup, j'avais donné ça à une partie de l'équipe sur de la data analyse en gros, et qui gérait l'objet A/B test, parce que je pense que quand c'est épars dans une orga, c'est difficile. Enfin, ne serait-ce que pour avoir des tests qui se marchent pas les uns sur les autres, c'est bien segmenté ta base d'utilisateurs et tout. C'est pas très très facile en vrai. Donc c'est un super outil, mais par contre, c'est un outil qui nécessite de l'ownership, quoi. Pour toi, il faut une cellule dédiée. Peut-être pas une cellule dédiée, mais au moins des gens dont tu vois qui ont une expertise un peu plus forte dedans et qui ont de la méthode. Ok. Vous avez été formé à l'utilisation des tests ou Pas du tout. Si, par A/B Testy, quand tu vends la solution, ils viennent t'aider. Donc, Non, mais et au-delà de ça, il faut des gens qui, eux, par contre, quand tu as un doute sur la significativité, que sais-je, sont capables de t'assurer que non, c'est bon. Ouais. Les chiffres que tu présentes, ils sont bons. Et ça, c'est le truc le plus important, parce que si tu commences à douter de tes chiffres, tu doutes aussi de tous les chiffres que tu avais eu avant. Okay. Et globalement, tu doutes de ta fonction produit et de toi. Et de toi. Ok, donc bon outil, mais à utiliser, faut penser le truc. On peut vite se planter. Grand pouvoir, grande responsabilité. Exactement, mais grand pouvoir surtout. En tout cas, il y a quelques utilisateurs convaincus. Il y a Nico Potier, utilisateur convaincu. Raphaël Lévy qui dit, eh bien justement, Flagship est compatible avec toutes les plateformes.
faut tester tout ça. Et Nicolas qui dit j'avais les enfants qui criaient à côté de moi. Eh ben, bon courage pour la gestion des enfants. Messieurs, maintenant qu'on a parlé AB test et premier PM dans la boîte, on va pouvoir aborder le deuxième sujet qui pour le coup je pense concerne 100% des personnes qui nous regardent parce que vous êtes derrière la caméra des product people. Naturellement vous voulez monter en compétence, en tout cas évoluer, que ce soit sur un aspect très spécifique comme de la data, comme de la tech ou sur du gros marketing, bref sur des aspects spécifiques de manière globale en tant que PM, mais pas que. Voilà, comment l'idée là c'est de parler comment est-ce qu'on peut évoluer, quels sont les moyens à notre disposition, comment vous avez fait vous messieurs pour arriver là où vous en êtes, et qu'on soit junior ou qu'on soit senior, on doit toujours progresser. Je pense que c'est un des enseignements principaux. Je vous renvoie vers le tout premier after produit avec Anso qui avait notamment parlé de ça un petit peu. Mais voilà, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on évolue. Peut-être toi, Tanguy d'abord. Donc, tu as été junior, tu as été jusqu'à être Alors je pense ce que tu es maintenant. Je pense qu'en vrai, la manière dont, en tout cas pour les juniors, la manière dont on pouvait apprendre il y a 10 ans quand nous on a commencé et aujourd'hui, c'est très différent. On en parlait rapidement tout à l'heure ensemble. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui se sont montées, qui permettent de mettre le pied à l'étrier, notamment aussi de faire des switches d'un métier, d'une reconversion d'un métier vers le métier de product management si ça vous intéresse. Okay. Il y a même des boîtes maintenant, je crois peut-être qu'elles étaient venues en parler, mais chez Doctolib où ils ont leur propre académie en interne. Donc il y a une vraie possibilité de se former aujourd'hui en France au métier de product management. Et après, moi j'ai parlé avec dernièrement avec product managers qui s'étaient formés et je me suis aperçu d'un truc qui est assez fou. C'est que c'est une communauté qui, quand tu demandes aux gens un peu de mentoring, un peu d'aide, le fait de manière extrêmement facile, gratuite. Je ne sais pas sur quoi ça repose, mais en fait, je pense que c'est pas forcément facile de monter un business autour du mentoring parce qu'en fait, les gens le font déjà de manière spontanée, gratuitement. Et il y a beaucoup de gens, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent quand même, mais beaucoup de gens qui ont donné de leur temps pour aider des product managers juniors à monter en compétences, quand ils ont passé Head of Product, les aider. Donc vraiment, à mon avis, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a en France. Et c'est aussi un peu pour ça nous, on a créé le Ticket, c'est parce qu'on pense qu'on a une communauté vraiment de valeur et que ça vaut la peine de diffuser l'information et qu'elle se diffuse à l'échelle de tous les product managers et qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls à se poser la question de comment on fait un A/B test, comment quand tu deviens Head of Product tu gères tes 90 premiers jours, ce genre de choses. Ouais, complètement. Et toi, donc la discussion avec les pairs, en fait, utiliser, s'appuyer sur la communauté produit. Oui, puis même on va utiliser LinkedIn, par exemple. J'imagine que ça fait partie des premiers sujets. Ouais. C'est exactement ça. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps à soit me faire mentorer, soit à mentorer. Ma chère étante me dit que je devrais faire payer ça. Et c'est vrai, c'est super dur. Non, mais en vrai, c'est un vrai truc qui marche bien. Et je pense sincèrement qu'il y a une vraie notion de communauté, comme tu le disais. Moi, mes recrutements, maintenant, je le fais que par communauté, référol, etc. Je chasse quasiment plus en incrémental parce qu'en fait, tu as tellement de relations avec les gens que voilà, ça se trouve. Et ce que tu disais aussi qui est vrai, qui est intéressant et qui est fou dans le milieu du produit, je pense que tu questionnes 100 PM, tu en as une bonne moitié qui s'est reconverti en produit dans les dernières années et qui vient d'autres métiers. Avec du recul, chez Back Market, donc on était 40 au produit, on était une vingtaine de PM. Sur les 20 PM, il devait y avoir un bon tiers qui étaient des moves du marketing ou d'ops qu'on a formés en interne en fait, directement. Sans académie, mais en fait, il y a de plus en plus ces moves intra-entreprise de moves d'expertise produit. Ouais, et donc du coup, parce que là on aborde plusieurs sujets, il y a le côté formation, plus théorique, il y a des acteurs dans le milieu qui se font un nom, ou en tout cas des académies qui naissent et tout ça, pour former peut-être un peu plus sur la théorie. On parlait tout à l'heure de l'importance du faire quand on est le premier PM, c'est en faisant qu'on apprend, qu'on se rassure, bref, qu'on teste. Là, on parle d'utiliser, encore une fois, de s'appuyer sur les pairs. Les conseils, toi, que tu donnes en tant que mentor, justement, déjà, est-ce que tu choisis les personnes qui viennent te voir? Non, mais est-ce que, c'est tu testes le mindset un petit peu? Ça se fait super naturellement, en vrai. Okay. T'as des gens avec qui t'as
as des correspondances d'intérêts. Enfin, je pense à quelqu'un avec qui je parle en ce moment qui est très 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 junior, mais qui est très 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 câblé et qui cogite vite. Et en fait, c'est plutôt des gens où tu as envie de les aider à canaliser les efforts qu'ils doivent faire justement pour pas partir encore une fois dans ce truc de faire trop. Et en fait, moi, je crois vraiment que le mentoring, c'est plutôt trouver, pas les faiblesses, mais au moins les points que les gens doivent diguer pour passer à un état au-dessus. Je pense que par exemple, quand tu fais le move de je sais pas, head of product à CPO ou des choses comme ça, souvent les gens ont des lacunes en finance ou en fonctionnement d'entreprise. Et c'est des choses que tu n'apprends pas en formation pour le coup. Enfin, et du coup, il faut te former en discutant avec les gens. Et tu mentors justement des personnes qui sont head of ou CPO, justement des personnes ou quasi homologues. Je sais pas si c'est du mentoring. C'est pas du mentoring, c'est plutôt de la communauté de discussion. Enfin, je pense à des gens qui, par exemple, viennent me voir pour me parler de comment tu gères l'ouverture d'un pays, est-ce que tu mets des équipes produits dans le pays en question, est-ce que ça marche si c'est centralisé d'un pays à un autre pays. Enfin, c'est plutôt des... Avec les personnes un peu plus seniors, c'est plutôt sur des use cases très précis pour le coup. Ok, et tu essaies de trouver justement la bonne personne en écoutant des émissions comme Docteur, évidemment, tu te dis mais c'est ça que je vais dans mon quotidien. Mais les gens sont très attentifs à ce qui se passe sur le marché aussi. Oui, il y a ça aussi également. Tu le ressens aussi, alors toi avec le ticket, en plus, tu es au cœur de cette communauté-là. Ouais, et oui, et on ressent que il y a de plus en plus de gens qui ont envie de devenir product manager. Ça, c'est assez évident. Et juste pour revenir sur un truc que vous disiez à l'instant, être mentor soi-même, c'est aussi une manière de progresser. Complètement. Alors, c'est un peu une tarte à la crème de le dire, mais moi j'ai été mentor typiquement pour des gens qui étaient en reconversion. Je suivais le programme d'1 an que propose Open Classroom typiquement. Et en fait, ça m'a obligé à revenir sur des basiques. Et pour des gens comme nous qui sont jamais passés véritablement par la case théorie, et être obligé de l'expliquer à quelqu'un, de lui dire c'est comme ça qu'on fait une phase de discovery, c'est comme ça qu'on fait, etc. Et ça te ramène à ta manière de fonctionner et ça t'oblige à te questionner et dire ok, comment je peux m'améliorer, comment je peux l'expliquer. Donc c'est vraiment même si tu veux pas payer, c'est à double valeur, quoi. Ok, donc pour toi, quand on atteint en tout cas ces postes à plus haute responsabilité, pour progresser, ça passe par quoi? Donc du mentoring qui nous fait progresser, revoir nos bases, peut-être un aspect un peu managérial, je pense dans le monde du produit. Le mot management est peut-être moins approprié parce qu'on manage peut-être parfois des product managers, mais toi, tu as l'impression de manager quand tu étais plutôt chez Back Market, tu les manageais ou justement c'était peut-être plus du mentoring en fait? Il y a les deux et pareil dans les deux sens. Moi j'aime beaucoup l'aspect management et mentoring de l'activité, du coup c'est quelque chose que je travaille. En vrai, c'est très bisounours de dire ça, mais quand tu as envie de faire une bonne équipe, normalement tu recrutes des gens qui sont meilleurs que toi sur plein d'aspects. Et moi en vrai je me suis fait botter les fesses par plein de gens dans l'équipe que j'ai pu avoir chez BM et qui m'ont appris énormément de choses. Où j'avais des lacunes folles, quoi. Et en fait c'est aussi c'est ce que tu viens de dire, c'est dans les deux sens. Et après il y a sur le côté management pur, là pour le coup j'ai quand même tendance à dire que ça s'apprend fortement. Personne ne naît vraiment manager, je pense, et tu as besoin de et surtout appliquer à ton expertise. Tu peux être très bon dans ton expertise, c'est pas en étant bon dans ton expertise que tu es bon manager forcément, donc ça se travaille. Et après même il y a la logique d'expertise et il y a aussi il y a pas mal de personnes qui viennent du métier en fait, qui peuvent prendre ensuite une place produit, peut-être dans le monde de l'alimentaire justement. Est-ce que ça se passe un peu comme ça? Ça se passe comment d'ailleurs justement chez Miati? Pour le moment, les experts de chacun des domaines peuvent avoir une approche qui ressemble à une approche produit, sans que ça soit formalisé sous la forme d'un métier de product management. Mais pour en discuter avec pas mal de collègues qui ont des problèmes à recruter, aujourd'hui c'est un des sujets où très souvent ils oublient qu'en fait en interne ils ont des gens qui ont déjà développé une bonne partie des compétences. Je pense notamment à tous les gens qui sont au service client. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de vous abonner aux notifications Zendesk de votre boîte et de voir ce que gèrent les gens qui sont au service client. Et en vrai, alors le risque c'est de créer trop de proximité avec tes clients et puis de faire que ce qu'ils te demandent, mais il n'empêche que tu développes des muscles de fou quand tu réponds toute la journée à des clients qui
sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer leur carte bleue, sont bloqués parce qu'ils n'ont pas mis à jour leur dernière l'application, etc. Donc en vrai, il y a des ressources. À mon avis, il y a des gens qui sont susceptibles, s'ils ont envie de devenir product manager, de faire d'excellents juniors à l'intérieur de plein de boîtes. Et donc, quand on est justement junior, qu'on débute, comme tu dis, il s'est passé quelque chose là, ces dernières années dans le monde du produit. Je pense que les années 2020 vont être peut-être la décennie très product, là où avant, c'était peut-être plus les anciennes AMOA, etc. Bref, on construit plus en tout cas des produits digitaux de la même manière. Ces gens-là qui ont envie, qui sont peut-être encore à l'école, qui font des alternances PO, c'est des sujets qui sont très très chouettes. Qu'est-ce que vous leur recommandez? Donc on a parlé des pairs, on a un petit peu parlé formation, mais voilà, le trigger principal, le tips toi que tu donnerais justement, ou que tu donnes peut-être à ces juniors-là, c'est sur quel aspect? La veille également, on parlait avec Benoît Terpereau qui lui nous dit, on ne sait pas si c'est vrai, mais passe 1 heure par jour sur de la veille. On lui fait coucou. Non, voilà, en fait, il y a tout ça à notre disposition. Toi, la chose dans laquelle tu le crois le plus et le tips principal que tu je pose souvent des questions sur... c'est bête, hein, mais sur pour les candidats, je leur demande toujours c'est quoi un bon produit pour toi. Et en fait, je leur pose souvent la question sur des produits physiques, donc qui ne sont pas du tout notre cœur de métier. Et la façon dont les gens expriment, je sais pas, ce que va être leur... j'ai des gens qui m'ont dit un sac à dos, et quand tu digues, en fait, ils ont une logique très produit de... il y a telle fonctionnalité, etc. Et en fait, tu comprends que les gens ont souvent plus un sens de la fonctionnalité et de l'usage, et c'est ça, je pense, le cœur du métier et le basique du basique, c'est de penser que tu vas être là pour créer de l'usage. Et ça, tu l'apprends qu'en étant, je pense, ouvert et conscient de ce qui t'entoure en termes de produits et de fonctionnalités. Quoi. Donc pour toi, peut-être, si j'ai envie de faire l'exercice, on démarre, tu as un jeune PM, tu perçois le potentiel via ses réflexes fonctionnels, un peu plus en tout cas, le B.A.B.A, c'est pourquoi tu construis ça, parce que cette personne a besoin. C'est quoi la step suivante? Voilà, je suis product owner, product manager junior, ça fait peut-être 1 an, 2 ans que j'ai travaillé, ok. Comment est-ce qu'on passe au niveau dessus? C'est quoi la sensibilité, justement la spécialisation dont tu parlais d'un point de vue produit? Est-ce que tu vas challenger, il y a un de tes PM qui vient de te voir, ou toi également, Tanguy, je pense que là je vais avoir des nouveaux enjeux, je veux qu'on me donne plus de responsabilités, mais monte en compétence sur ça, et ensuite on en reparle. C'est quoi le niveau 2 du produit? C'est ultra à la carte. Hein. Alors certes, tu as des outils type les Career Pass, Ladder, etc. qui te donnent des grandes guidelines, et ça c'est super, parce que tu peux cocher des cases. Après, il y a l'humain. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps en début de carrière à me rendre compte que j'étais très mauvais en utilisation de la data. Et j'ai quelqu'un qui me l'a dit et qui m'a dit je vais t'aider. Donc je pense que c'est vraiment plus une question, je pense sincèrement que très bien entouré en termes de management et avoir des gens qui sont capables de se dire ok, tes points forts c'est ça, tes faiblesses c'est ça, on va travailler uniquement sur une de tes faiblesses, mais tu vas prendre un bon niveau, c'est le plus important. Donc avoir un bon management autour de toi. C'est pas mal. Les bonnes personnes. Et si t'as pas un bon management, t'allais le chercher. En fait, rien que la démarche d'aller les chercher à l'extérieur, en fait, ça montre que déjà t'as pris conscience que c'est bon, t'avais besoin de passer à l'étape suivante. Parce que c'est très confortable de rester dans une situation où globalement je fais ce que je veux, mon manager il est pas dingue, mais c'est pas grave, il me laisse faire ce que je veux et ça me va. Alors que si tu fais la démarche de dire en fait j'ai envie de progresser, j'ai envie d'aller à l'étape suivante, etc. C'est comme ça, soit que tu bifurqueras et tu iras faire autre chose autre part, soit que en interne, il y a des gens qui percevront que ok, lui il est prêt, lui ou elle, ils sont prêts à passer à l'étape suivante. Du coup, si on décompose, tu vois, en soft skills et hard skills, il y a une question de Jenny Fleur 4 qui nous pose quels sont pour vous les soft skills ou hard skills principales d'un bon PM? Voilà, si on creuse un petit peu ce que tu dis là, d'un bon un product manager, je vais dire qui travaille sur son produit de A à Z. Pourquoi non, c'est difficile. Il y a une réponse simple. Il y a cette partie humaine dont tu parlais. Il y a une réponse simple qui consiste à dire d'aller voir l'échelle des compétences qu'a fait Ravi Mehta, qui est en gros un PM on attend ça, un senior PM on attend ça, un principal product manager on attend ça, qui globalement en fait est plutôt bien construite. Et te permet de te projeter et de te dire ok, à cet endroit là je me rends compte que je suis plutôt en sous-performance, c'est là que j'ai envie de pousser.
Parce que après te faire la liste de toutes les soft skills et les hard skills qu'on peut compliqué. imaginer, en vrai ça va aussi pas mal dépendre de la boîte dans laquelle tu te trouves. Si je prends l'exemple d'une boîte B2B et d'une boîte B2C, d'une boîte qui fonctionne en SaaS, etc. Yes. En vrai, il va y avoir pas mal de différences et ça va aussi beaucoup dépendre de la culture produit qu'il peut y avoir dans la boîte. Donc, quand on recrute des PM juniors, en vrai, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi je trouve que ce qu'on regarde beaucoup, c'est leur malléabilité, je sais pas comment on dit, mais tu vois, t'as compris, Qu'ils la sont plasticité, manipulables. la plasticité, merci, de leur manière de fonctionner, parce qu'on sait qu'ils vont devoir gérer plein de situations et que c'est plus ça qui va être important au début de leur carrière que le fait d'avoir déjà une super compétence en analytique, en low code, que sais-je. On check moins les hard skills que les soft skills au début d'une carrière. Sur des juniors, ouais, mais moi je trouve qu'il y a un trait commun dans tous les gens avec qui j'ai adoré travailler, c'est les capacités à être. C'est pareil, c'est un peu bullshit de dire ça, mais vous allez comprendre. D'être très bon communicant. En gros, je pense que tu as quand même une part de ton métier qui est une part de leadership, même quand tu es junior. Parce que tu dois embarquer des gens. Avant, on parlait de management non hiérarchique qui est atroce comme terme, mais en fait qui est totalement vrai. Enfin, tu es dans une posture où tu dois constamment animer, prioriser, potentiellement dire non avec des arguments, emmener des gens avec toi pour potentiellement faire des trucs que ils vont pas piger tout de suite. Enfin, il y a quand même un truc vraiment de soft skill pur et dur de quelqu'un qui s'exprime bien, qui réfléchit bien, qui est méthodique et qui du coup va leader des sujets, quoi. Mais on peut travailler sur ça, tu vois, il y a peut-être des personnes qui savent qu'elles ont ce problème-là, qui se disent je sais que c'est ça être un bon PM, mais je ne suis pas comme ça. C'est vachement difficile. Et ouais. C'est vraiment, je pense que c'est la skill la plus difficile à. Enfin, il y a des gens qui arrivent très bien à se faire violence, à se dire ok, faut que je travaille là-dessus. Par contre, c'est dur. Enfin, et comment on fait alors? C'est quoi? Si on prend des cours de théâtre, on sort de non, tout mais ça. c'est là où les organisations produits matures ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que c'est le genre de pari que tu peux faire sur une personne en te disant ok, il lui manque ça. Et je pense qu'on peut la faire grandir et c'est pas grave parce qu'en fait, il y a toute une équipe qui est capable de continuer à délivrer pendant ce temps-là. C'est un peu dur en vrai de faire ces paris quand tu recrutes un premier ou un deuxième ou un troisième PM. À partir du moment où tu as des organisations beaucoup plus matures, et Benoît Tarpereau le dit très bien, par exemple, il faut quand même essayer d'avoir des organisations produits qui ressemblent un peu à tes utilisateurs. Donc c'est-à-dire d'avoir des gens qui ressemblent là aussi à la population des gens qui vont utiliser ton produit. Donc si tu n'as que les mêmes profils qui sortent d'écoles de commerce, écoles d'ingé, qui vivent tous dans le centre de Paris, globalement ça ne ressemble pas à tes utilisateurs, à moins que tu fasses un produit vraiment comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, t'as un peu peur de faire ces choix qui peuvent être un peu bullish, mais les organisations produits, à mon avis matures, ont cette responsabilité de tirer tout le monde vers le haut et d'injecter aussi des profils différents. Est-ce que c'est ça justement? Alors il y a une question du chat de Lord Coty à nouveau. Est-ce que pour vous, il y a eu vraiment des choses qui ont révolutionné le monde du produit ces dernières années? Parce que justement, il y a peut-être des sociétés qui ont atteint ce stade de boîte mature dans le produit. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que ça a révolutionné? Est-ce que le monde du produit a juste été révolutionné ou... Ouais, je sais pas s'il y a eu un événement, enfin, je pense pas en vrai, mais c'est juste culturellement. En fait, je pense que ce qui a fait exploser la culture produit, c'est la culture start-up et entrepreneuriat qui revit, et notamment, enfin qui revit, non, qui a toujours existé, mais qui en France est devenu. Enfin, en vrai, on a beau se moquer des licornes du terme. En fait, la French Tech fait un taf de fou sur aussi montrer qu'il y a des aventures entrepreneuriales qui commencent de pas grand chose et qui au final sont toutes des produits. Enfin, encore une fois, toutes les boîtes qui passent ces caps-là sont des produits. Et je pense que ça remet un peu de lumière sur c'est quoi l'ingénierie, c'est quoi les méthodologies pour créer des produits. Et du coup, je pense que c'est très très lié. Et puis les ressources. Enfin, il n'y avait pas de newsletter, il n'y avait pas de médias. Nous, quand on a commencé, on voyait des livres passer. Bien sûr. Mais en vrai, c'est incroyable tout ce qu'il y a comme ressources aujourd'hui. Enfin, c'est la différence totale. C'est marrant ce que tu disais. Donc, au choc d'éditant de juillet dernier, j'ai eu la chance d'interviewer Mathieu Nebra, fondateur d'Open Classroom quand même. Et la base d'Open Classroom, la base du site du zéro, c'était la communauté tech qui dans les années 2000 s'est dit mais attends, mais je vais t'aider, je vais te donner un coup de main. Est-ce que Product is the new dev un peu sur 2020? Est-ce que vous avez ce sentiment-là, en tout cas, que cette communauté tech qui a eu un effet incroyable, qui a poussé les gens à vouloir développer? Il y a un peu la même chose qui se passe en ce moment côté produit? Je sais pas. Surtout que souvent, enfin moi c'est mon complexe, mais les mecs du produit auraient adoré être ingé au fond d'eux. Non, pas tous. Non, je sais pas, mais je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Et en vrai, c'est
moi je dis souvent ça sur les expertises dans le produit, mais c'est Ouais. la même chose avec les ingés. En fait, on a le même taf, on n'a juste pas le même stylo dans la main, quoi. Et en fait, le taf d'un bon ingé dans une startup, c'est de faire du produit. Et peu importe s'il n'a pas l'étiquette produit. Et donc, non, je pense qu'il y a du vrai aussi sur le côté. La tech et l'ingénierie a repris des couleurs, et du coup, ça donne à tous ces métiers autour aussi des couleurs, quoi. Cet aspect tech, justement, toi, là, Tanguy, alors je fais le lien avec les questions de tout à l'heure. Je pensais que vous alliez me dire qu'un bon PM, en tout cas pour qu'il step up, il faut qu'il soit bon sur de la tech. En tout cas, moi, c'est une réponse que j'ai déjà entendue. Ouais, non. Ça peut être le parent pauvre. Ouais, tout cet aspect peut-être un peu plus technique, tu l'as. Non, moi, là, dans alors, ta carrière. pour le coup, si j'ai l'occasion de t'exprimer mon avis là-dessus, moi, j'ai beaucoup de jeunes PM qui me disent est-ce qu'il faut que j'aille faire le wagon Ouais. Est-ce qu'il faut que j'aille faire... C'est la question qui revient le plus souvent. Après, C'est ça. est-ce qu'il faut que Ouais. j'aille faire plutôt telle ou telle formation pour Ouais. être PM Ouais. Donc ça, c'est la question. Ma réponse, vraiment, c'est il y a des super devs et tu feras jamais leur métier le quart de aussi Ouais. bien que eux, et eux, ils sont dédiés à ça, Ouais. ils le font super bien. Le vernis technique dont tu as besoin en réalité pour avoir des discussions intelligentes avec eux, C'est léger. c'est assez léger, Ok. et franchement, c'est pas là où tu vas apporter de la valeur pour Mhm. ta boîte et pour ton équipe. Donc, si tu développes une compétence tech et qu'à l'arrivée, c'est juste pour remettre en doute en permanence les choix de gens qui sont 100 fois plus Ouais. forts que toi, ça sert à rien. Ouais. Donc, Ok. il vaut mieux développer des compétences sur des sujets dont ta boîte a besoin. Ok. Et c'est rarement de la C'est rarement. dépendance. Sinon, il existe, et c'est tout nouveau, et ça c'est intéressant aussi, mais c'est un autre stream de discussion, le métier de product builder, product maker qui est en train de naître, Ok. qui est vraiment à la jonction de ces... C'est quoi ces- exactement pour expliquer un qui peu à est, tout le monde. qui est des gens avec une culture produit, mais qui se sont appropriés les sujets de no-code et de low-code. Enfin, Ok, et d'accord. qui réussissent. Et il y a des choses vraiment intéressantes. Ouais. Et franchement, tu m'en aurais parlé il y a 2 mois, je t'aurais dit. Mais là, c'est en train. il Mais se passe là, quelque chose. je commence vraiment à percevoir ce que ça peut apporter à l'échelle d'une équipe produit. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. Mais du coup, pour en revenir à ta question sans diverger, je pense vraiment pas que ce soit là qu'un Ok. product manager a aujourd'hui, s'il se lance, intérêt de mettre ses efforts. Je préférerais quelqu'un qui s'intéresse à des sujets comme le machine learning, Ok. la manière d'utiliser la data, que sais-je, ou les biais cognitifs. Enfin, tu vois, Ok. ça m'intéresse plus Complètement. quelqu'un comme ça que quelqu'un qui a une formation en Ruby, parce qu'il est Ouais, il est au ok. wagon, quoi. Et c'est intéressant ce dont tu parles parce que c'est vrai que finalement on peut se spécialiser. Le produit c'est très large. Il y a voilà, 1000 et un axes sur lesquels on peut creuser. Un des freins moi, que j'ai déjà entendu de la part de certains POPM, c'est ouais, mais je suis pas outillé pour. Parce que tu parles de data par exemple. Ouais, mais je suis pas outillé dans ma boîte pour avoir de la data. Tu as mentionné par exemple les biais cognitifs. Biais cognitifs, pour le coup, on peut se faire une recherche sur internet, on peut un peu s'auto-former. Mais qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ces personnes-là qui vous disent, je ne sais pas trop dans quelle mesure, moi je ne suis personne pour juger évidemment, mais je ne peux pas, en fait cette logique de dire ouais, je ne peux pas parce que je n'ai pas les outils, Ouais. est-ce que c'est vrai, est-ce que vous y croyez, qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être à ces personnes-là, est-ce que je me trompe complètement, mais est-ce que vous avez envie de leur dire non, c'est toujours possible en fait de se faire de trouver des KPI, même si on n'est pas super outillé avec un Content Square, toujours possible de plugger. Ah, moi je crois que l'outillage c'est le bout de l'histoire. Enfin, dans Ok. le sens, c'est quand tu commences à. Enfin, c'est super, hein, moi j'adore les outils, mais je vais dire un truc complètement antinomique avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même une partie artistique dans notre métier. D'accord. C'est qu'on est censé avoir un petit peu de gut feeling Ah, d'accord. et tu vois, en fait, on a de l'expertise. Donc, quand tu n'as pas de data, eh ben, tu dois mélanger ce gut feeling, encore une fois, ce que tu penses pouvoir être bon avec la data, parce que tu as Ok. toujours de la data. Même si tu n'as pas de JA ou des choses comme ça, enfin, chez Zephyr, encore une fois, on a une stack data qui est alors certes très axée algorithmie et data au sens où on l'utilise, Ouais. mais sur l'analytique, jusqu'à il y a peu de temps, c'était des Google Sheets remplis à la main, bien remplis Eh oui, à la main, c'est mais ça. qui donnent autant d'intelligence, alors qui demandent certes un peu plus de taf. Mais en fait, la data, elle est toujours là. Et ça Ok. dépend juste le niveau de granularité, mais l'erreur que tu as souvent au début, c'est de vouloir aller beaucoup trop loin dans Ouais, la c'est ça. data alors que tu n'es pas en maîtrise. Ok. Et c'est toujours la question du bon set de KPI versus utiliser trop de points de données qui ne servent à rien, quoi. Ouais, je me doute. C'est cette logique-là aussi, hein, tu partages, Tanguy. Ouais, exactement. Et il y a un bon exercice pour ça. Alors, je sais pas ce qu'il vaut, mais moi je me rappelle une des premières questions qu'on m'a posées en entretien, et c'était pour tester exactement ce que Tony est en train de décrire. C'était de me demander combien il y avait de fenêtres, non, combien il y avait de places de cinéma en France. Et en vrai, t'as pas du tout la data.
Ah oui. C'est impossible. Par contre, le seul intérêt de cet exercice, c'est de voir comment tu vas essayer de proxifier une estimation par rapport au nombre de personnes, au nombre de films qui sortent chaque semaine, etc., etc. Et en fait, c'est ça au début. Au début, tu n'as pas la data, tu n'as pas la réponse, tu n'as pas le chiffre. Par contre, l'exercice mental qui consiste à proxifier et faire des hypothèses, ça, c'est une partie du métier du product manager. Donc, quoi qu'il arrive, on peut arriver à avoir, on va chercher cette logique-là. Tu crées ta mais data. in fine, quand même, je retiens la phrase l'outil, ça reste le nerf de la guerre. À l'échelle, l'outil, c'est super. Enfin, c'est sûr que quand tu es tout seul, c'est plus facile de se démerder. Mais évidemment, si tu as une stack avec amplitude, Content Square et compagnie, tu es très content parce que tu apprends des choses plus facilement. Mais je pense que le fait d'avoir toujours la main un peu dans le dur t'aide à trouver des trucs que tu t'irais plus chercher avec les outils, je pense aussi. Ok, ça marche. Il y a une réaction du chat par rapport au sujet d'avant sur la partie tech. De mon passif de dev, avant de devenir PM, je trouve que le fait d'avoir une casquette tech permet quand même de pouvoir fluidifier les échanges dans l'équipe et clarifier les US plus facilement. Du moins, retour des devs des équipes que j'ai eues. On partage pas. Ah oui, si t'es un bon dev, oui. C'est ça aussi, il faut avoir une bonne personne. Et c'est une question de posture. Enfin, dans l'équipe, là, j'ai un ancien data scientist qui est PM. C'est le premier à se dire, je ne veux plus utiliser mon expertise de data scientist, je l'utilise en compréhension et en discussion. Mais c'est une évidence, ça aide. Et en vrai, on a donné une réponse un peu univoque, mais dans la réalité, typiquement, si je vais travailler sur un produit hyper tech, bien sûr. Ah oui. Typiquement, les gens qui travaillent chez Algolia, par exemple, un moteur de recherche, ça a du sens probablement que les PM ils aient une bonne compréhension des sujets techniques, parce que c'est hyper technique le moteur de recherche. Ok. Mais hormis ce cas-là, hormis ce cas-là, en tout cas, moi, c'est pas un prérequis quand je recrute. Ça marche. Pour conclure ce sujet. Le tips numéro 1 pour se former à n'importe quel âge, de 7 à 77 ans dans le produit, c'est quoi ? Tanguy, je commence par toi. Maintenant, j'attends qu'il réponde à lire le ticket. Alors, lire le ticket. Est-ce que tu lis le ticket ? Bah, évidemment. Premier abonné. Non, il y a utiliser la ressource, c'est une évidence. Et je pense qu'il y a le culot. Le fait d'aller questionner des gens. Et d'aller pousser en entretien avec des gens qui deviennent au final tes pairs plus tard, en fait, c'est ça qui fait la diff, je pense. Ok. Le culot, les pairs, la communauté. Et se faire kiffer avec les side projects aussi. Ouais. On a une compétence en tant que product manager qui est assez dingue, qui est au milieu du design, au milieu de la tech, au milieu du business. Et en fait, ça nous permet de monter plein de petits side projects si on a envie. Et de le faire avec des potes et de le faire même le temps d'un week-end. Sans le faire jusqu'au bout, mais c'est génial comme exercice mental et en plus c'est hyper valorisant. Donc un side project pour se challenger, pour faire ça. Pour aider. Comme le ticket. Le ticket a commencé comme un side project. Ah là, c'est beau. Super, merci messieurs. Justement, on a parlé de veille, on a parlé de comment. Vous en faites un peu de veille hors ticket, évidemment. Mon Dieu, j'ai osé poser la question. C'est lui qui fait le plus de veille en France. Moi, pas tant que ça. Toi, mais oui. Ouais, je suis un gros feignant. Non, je lis beaucoup de trucs, mais pas forcément dans le produit pur et dur. Ok. Et pourtant, tu progresses quand même. Non, et pourtant, tu en es là. Beaucoup sur les entreprises, les startups et tout. Ok. Et toi, tu fais comment, c'est vrai, pour capter autant nous, déjà, on est deux. Il y a Kevin, dont on n'a pas parlé, mais qui est journaliste et qui bosse beaucoup pour le ticket aussi. Et en vrai, on a eu une chance extraordinaire, c'est que le confinement a généré une floraison d'initiatives autour du produit. Okay. Et il suffit de se brancher à ces quelques sources, à ces sources-là, et on a énormément d'informations. Et après, je suis comme Tony, dans la vie privée, je fais de la veille, mais sur d'autres sujets que de la veille. C'est juste que je regarde les trucs qui m'amusent. Et tu regardes mon YouTube, il n'y a rien à propos de product management ou product owner. Mais t'es quand même abonné à la chaîne Twitch l'After Produit. Bien entendu. C'est même la seule à laquelle je suis abonné. Et bien du coup, pour ceux qui n'ont pas trop le temps, sont un peu flemmards, bref, on vous a concocté le rewind de février. C'est parti pour le magnéto. Voilà, on va reprendre une expression des années 2000. C'est parti, go magnéto.
Hello la communauté produit. L'équipe du Rewind a une fois de plus bravé des tempêtes de neige et le Covid pour scanner toute l'actu produit du mois de février. Et vous n'allez pas être déçus. Un programme plein de mystères avec des fruits, des mots, du carbone, de l'amour. Vous êtes prêts? Le Rewind saison 2, épisode 6, action! Apple est de retour et s'attaque à un pain point important pour les petits et gros commerçants, les terminaux de paiement. La société californienne a annoncé la sortie en 2022 de Tap to Pay qui permettra aux commerçants d'accepter les paiements sans contact avec leur iPhone. En simple, le meilleur TPE, c'est celui que vous avez déjà dans la poche si vous avez un iPhone bien sûr. De quoi faire trembler les acteurs historiques du paiement et autres fabricants de TPE, faciliter la vie des commerçants et des clients, bref, ça fait plaisir de voir Apple innover. Fondée en 2018, la FinTech OnlyOne avait pour mission de révolutionner le monde de la banque. Comment? En proposant le premier compte bancaire à impact positif pour aligner ses dépenses avec ses valeurs. Aujourd'hui, OnlyOne va plus loin en nous accompagnant jusqu'au supermarché. Avec sa nouvelle feature dédiée à calculer l'impact carbone de nos tickets de caisse, OnlyOne nous accompagne vers de nouvelles pratiques pour qu'à l'avenir, une consommation plus responsable remplisse nos caddies. Smart. Un développeur américain a profité du confinement pour créer un jeu web qui reprend la mécanique du disparu Motus. Ce jeu, appelé Wordle, est avant tout une belle démonstration de growth marketing. Car si la gratuité et la limite de 1 mot par jour ne favorisent ni la rétention ni les revenus, le partage sur les réseaux sociaux des résultats a eu un effet viral extraordinaire. De 90 joueurs par jour en novembre à plus de 2 millions désormais. Résultat, des clones à ne plus savoir qu'en faire, des algorithmes et stratégies de jeu partagées et surtout un rachat du jeu original par le New York Times pour plusieurs millions de dollars. En résumé, en 5 lettres, commence par B et finit par Ravo. Gérer la scolarité de ses enfants comme on gère un produit, c'est ce que propose Schoolytics avec un dashboard de suivi à destination des parents, des élèves et des enseignants. Les élèves suivent leurs notes et les devoirs qu'ils ont à rendre, les enseignants monitorent le taux d'engagement de leur classe et les parents n'ont plus qu'à attendre la fin du trimestre pour avoir de la visibilité sur ce qui se passe à l'école. L'histoire ne raconte pas encore si l'outil a un effet bénéfique sur la scolarité, mais on peut se dire que c'est un bon moyen de donner le goût de l'analyse de données aux adolescents. Et ça, c'est déjà un bon début. Et si on parlait jardinage, ou plutôt jardin secret, fruits défendus, ou plus simplement de fruits? Vous êtes plutôt cerise, raisin, pastèque ou pêche? C'est avec cette question décalée que la start-up française Fruit se démarque sur le marché très concurrentiel des apps de rencontres. L'objectif? Matcher les profils en fonction de leurs attentes en matière de rencontres. Chaque fruit est comme un mini persona relationnel que l'utilisateur choisit avant de retrouver une expérience à base de swipe. Bien implanté au sein de la génération Z et en Europe de l'Ouest, Fruits a récemment trouvé sa moitié en étant racheté par Bumble. Selon Gartner, entreprise de conseil spécialisée dans la recherche sur les nouvelles technologies, 25% des êtres humains passeront 1 heure par jour dans le métavers d'ici 2026. Si vous êtes habitué du Rewind, vous aurez reconnu l'instant Black Mirror. Toujours selon leurs prédictions, nos activités quotidiennes, comme faire du shopping ou se socialiser, pourront se dérouler dans un seul monde virtuel. Côté travail, les entreprises pourraient proposer un cadre de travail plus engageant avec des bureaux virtuels et des outils de collaboration. Que ça fasse peur ou non, le changement est engagé et nos modes de vie risquent de fortement changer d'ici 5 ans. Et en fait, le métaverse, c'est quoi? La possibilité de parler et d'interagir directement avec les autres? Un monde sans limite? Des avatars virtuels pour cacher sa véritable identité? Et avec ça, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Hein? Et oui, les dérives qui pourrissent déjà certains réseaux sociaux débarquent dans le métaverse et les témoignages de harcèlement sont désormais nombreux. Face à ce risque, Meta introduit une nouvelle option de distance sociale qui vient s'ajouter à la possibilité bien connue de bloquer un utilisateur. Terminer les gestes et les mots déplacés à quelques centimètres du visage, et oui, l'homme est un loup pour l'homme, jusque dans le métaverse. Le Rewind, c'est fini pour le mois de mars. Partagez votre sujet préféré dans le chat. On vous donne rendez-vous le 6 avril pour un nouveau Rewind printanier. Et d'ici là, stay tuned! Et voilà, de retour sur le plateau. Tony, tu viens de dire, moi j'aime bien ce que fait Bumble. Non, mais alors, pour le coup, c'est un mec qui a jamais utilisé des applis de dating qui parle. Non, Pour en parler beaucoup avec mes amis, Yes. je trouve que Bumble a une rotation qui est très très cool et très produit. Enfin, les apps sont ultra quali. Ok. Et je pense que Fruit aussi. et ben justement, le fait qu'ils aient pris Fruit, c'est ultra logique parce que du coup, en fait, cette logique des fruits, elle est produit. Ah bah, C'est de la segmentation utilisateur intra-produit où ton utilisateur se définit lui-même. C'est magnifique. Non, c'est beau, c'est le produit que tu aurais aimé inventer, je suis. peut-être pas, mais Allez. non, c'est un beau produit. C'est un très beau produit. On disait également, peut-être ce qui nous a fait un peu peur aussi, c'est Schoolytics qui semble faire un petit peu flipper, hein, le suivi, le dashboard de suivi des enfants. Tu te vois faire ça? Moi je suis fils de prof
Et je Le sais fils de prof. Ouais, de prof. Et je trouve que ce qu'il y a de formidable à l'école, c'est toutes les bêtises que tu peux faire sans que personne soit au courant. Ah, c'est beau. Et je trouve que là, le tracking, c'est un peu l'apprentissage de la vie quand même. Le tracking à l'école de tout ce qui se passe. Bon, je trouve que ça enlève un peu du charme, du romantisme. C'est vrai. Mais bon, je suis sûr que ça répond à un besoin utilisateur. Et J'adore fliquer les enfants. Ouais. Mais il a un enfant et pas moi. C'est C'est pour ça que j'ai encore un J'aimerais décalage. bien voir ça comme ça au moment du primaire. Non, le truc sympa aussi, Only One avec le compte bancaire, là, impact positif. Très curieux de voir ce que ça donne. On y croit pas. On y croit pas. Ah bah, la mission est plus mission que est belle. louable. Après, il faut voir comment ça. Oui, en plus, c'est très. Tu parlais de avec, mission. Ouais, tout à fait. Non, on a envie de croire qu'il y a un ensemble d'acteurs qui se posent la question de comment, à travers son activité produit, comment, à travers ce qu'on fait, on a un impact positif sur Bah ouais. le monde, ou en tout cas sur les gens, nos utilisateurs. Mm. Et ça, c'est Et ça renvoie à un sujet dont on avait parlé au moment du choc des titans. On a une responsabilité en tant que PM, en tant que head of, d'être green. Voilà, comment est-ce que je suis plus green dans le cadre de mon job. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. On en avait parlé avec notamment Benoît Tarpereau, encore lui, décidément. Voilà, au choc des titans, je vous renvoie là-bas. Les amis, est-ce que vous aimez jouer? Non. Moi non plus. On arrête là. Non, on va jouer. Parce que c'est l'heure de l'happy hour, les amis. Et l'happy hour qui cette fois-ci s'appelle le juste prix, le juste produit. Et voilà, je l'ai faite. C'est pas grave. J'ai pas le, il y a pas de jingle. Il y a pas de jingle. Si, il y a un jingle. C'est parti, Magnéto jingle. Voilà, il n'y avait pas écrit en énorme, j'avais l'habitude de l'avoir. Donc les amis, on va jouer au juste produit. L'objectif, ce sont des questions et je veux des réponses rapides. 1 point par bonne réponse. 5 points pour la dernière question, tout peut se jouer. Le chat, vous jouez, parce que c'est très important. Il faut gagner des points pour gagner cette histoire. Alors, question numéro 1, pour 1 point. On parlait, tiens d'ailleurs, on n'en a aucune idée de la data. Bah, combien de paires de Stan Smith, donc de Adidas, ont été vendus dans le monde, je suppose, depuis le début de la création du produit. 60 millions. Ouais. Ne serait-ce qu'à 60 Paris. millions. Sont aussi. Eh bien, c'est 40. Ah là là là. C'était là là. faux. Voilà, donc 0 point. Vous êtes mauvais. Ah, on va Le être chat très mauvais également tous les disait deux, 60 millions. Non, c'est vrai qu'on aurait cru beaucoup plus. Bon, 40 millions. En vrai, ça c'est fait- déjà pas mal. Hein. Ça fait, oui, ça fait pas mal. Pour une, ouais, surtout que c'est un seul type de. Tu prends de tous les chaussures. Parisiens du 11e. Ouais. Déjà, On atteint bien le 39 millions. Voilà. Bon, 0 point, messieurs, ça ne se distingue pas trop. Quel est le produit le plus vendu dans le monde entre l'album Thriller? Je vais faire une imitation de Michael Jackson maintenant. Jamais de la vie. Non, jamais. Le vêtement Levi's ou la franchise Super Mario, imitation de Mario. non, je fais pas non plus. Non, mon Dieu. Bon, donc le produit le plus vendu dans le monde entre la franchise Super Mario, les vêtements Levi's et l'album Thriller du King Michael, qu'on embrasse également. Ouais, je dis Levis. J'aurais dit pareil. Ouais, mais je pense que ça va être un piège. T'as vu mon écran? Non, pas du tout. Ah. Eh bien, C'est quoi c'est le vêtement Levi's. Ah. 4 milliards depuis 1853. L'album Thriller, c'était 70 millions depuis 1982. Ah, je l'aurais Plus de Thriller que de Stan Smith. Ouais. Voilà, en termes d'échelle, Ah, mais ça a été un c'est truc très de fou. impressionnant. Et la franchise Super Mario, on est à 298 millions depuis 1985. Voilà, bon, 4 milliards de vêtements Levi's, Ouais, clairement, c'est vrai que voilà, on est loin devant. 1 point partout. Quel est le produit le plus ancien entre la Toyota Corolla, voilà, qu'on connaît tous, et le Rubik's Cube, créé par... Allez, je crois au piège. on ne sait Toyota Corolla. Bah, Rubik's Cube alors. Et la réponse est la Toyota Corolla créée en 1966 contre le Rubik's Cube qui est créé en 77. Ouais. Voilà, on a préféré construire des bagnoles avant de travailler son état d'esprit. Je ne sais pas trop. Elle ressemblait à quoi la Toyota Corolla Ah, un Corolla Rubik's Cube. 66? C'est ça le truc. Voilà, elle ressemblait à ça, elle était belle, très avant-gardiste et d'un bleu magnifique. D'ailleurs, Toyota, enfin bref, qui a inventé le toyotisme, etc. Et Ouais. toute la logique de chaîne de. Comment on appelle ça? Chaîne de Production. fabrication, de travail à la chaîne. Bref, voilà, c'est à la base de tout ça. La question numéro 4.
La question numéro 4. Quel est le produit le plus vendu dans le monde entre la PlayStation ou l'iPad? Alors toi, tu vas peut-être avoir une idée à cause de PS1. l'e-commerce. PS1. La PlayStation, C'est marqué dans le titre PS1. il y a écrit PS1. Et du coup, c'est iPad, tous les iPads Moi, confondus je dis ou- iPad. Eh ben, allez, on va dire que c'est toutes les PlayStation et toutes les iPads depuis le début de la création. Ah, je me sens mal du coup. Voilà, total cumulé depuis la création du produit comme le Si montre c'est toutes les la Play- petite si étoile. c'est toutes les PlayStation, je dis PlayStation. Moi, je dis iPad. Eh bien, 344 millions de PlayStation vendus contre 211 millions pour l'iPad. L'iPad, c'est plus récent. Ça fait 2 fois que tu Ouais, gagnes. ça fait 2 fois Ouais. que tu as fait. Ça fait de... 2-1, je peux t'aider. Voilà, 2-1, exactement. Merci. Il faudrait les... Alors, on me dit les 3-1. arbres. 3-1. Ouais. Ouais, mais la dernière question vaut 5 points. C'est une déculottée. Le chat peut encore gagner. Alors attendez, le chat, parce qu'il y a 12 000 réponses. La dernière question à 5 points, c'est parti. Question. Ah, c'est une question de vitesse. C'est une question de rapidité. Non, pas du tout. Combien d'exemplaires de livres Harry Potter vendus dans le monde? La personne qui propose le nombre le plus proche gagne. Celui qui me répond le plus vite gagne un peu, mais moins. Vas-y, commence. 1,5 Prends le bon. milliard. 1,5 milliard. Ne regarde pas. J'allais dire 1,2 milliard. Mais je pense que ça va être plus. Après, tu te positionnes en dessous, au-dessus. Ouais. Mais ouais. Vous êtes loin. Ouais. Vous n'êtes pas bon. Voilà. Mais c'est Tony qui gagne parce que c'est 452 millions. Méthodique, il fallait juste aller en dessous, mec. On parle en milliards. Bon, le fameux. Il n'y a pas de data, pas de data. Pas de data, pas de résultat. Mais attends, moi j'avais. Non, mais pour que vous compreniez comment j'ai Tu as perdu. j'ai proposé vos chiffres, j'avais entendu que c'était le livre qui s'était plus vendu que la Bible. Donc je sais pas, Oui, mais la Bible, combien, Ouais, je sais combien pas, d'exemplaires? la Bible- Après, sur la Bible ne se vend l'existence de pas. la Bible. depuis la création, ça fait pas mal de Bibles. Donc du coup, Tanguy a perdu. non, bah oui, Tanguy a perdu, Tony Ouais, a gagné. C'est une déculottée. Voilà, tu gagnes une tablette de Merci. chocolat au MNC. Merci. Voilà, on sait qu'on en a un sac tout rempli juste à côté. Bah écoutez, merci 1000 fois, messieurs. Ça va, on s'est senti comment ce soir? Merci pour l'accueil déjà. Bah, de rien, c'était un plaisir vraiment de vous avoir, merci beaucoup, c'est top d'avoir des guests comme vous pour, Bah, merci à toi. pour animer la communauté produit dont on parlait. On va remercier tout le chat évidemment. Je vous remercie pour, au nom de Marcel également qui aurait aimé être avec nous. Vraiment merci beaucoup pour votre soutien, on reçoit parfois des messages LinkedIn, c'est vraiment super, merci à tous. On remercie également AB Testy qui a été sponsor pour l'émission. Et puis également donc remerciements à la régie. On se retrouve. Non, on me dit de m'arrêter. Il y a une promo. Ha! Oui, la promo. Mais attendez, parce que on me l'a dit sur le tard. Mais ce soir, Tanguy est venu avec beaucoup de cadeaux. Ceci pour nous, mais des choses également pour vous. Tanguy, fait. à toi. Si vous avez envie de tester Omi et que ça vous a donné un peu envie de voir ce que c'était des produits à une agriculture régénératrice, et vous avez un code promo AFTERPRODUIT, donc AFTERPRODUIT en un seul mot, En français. 15 €, ouais. Bon, français, ouais. 15 € offerts sur votre première commande, donc allez-y, téléchargez l'app, testez. Faites-moi des retours s'il y a des trucs qui marchent pas. C'est ça, on veut des retours, on veut de la data. 15 € offerts. Merci Tanguy, ça fait très plaisir. Vous pouvez pas acheter une maison Non, pas de bon, code promo, super. désolé. Et si vous voulez vendre votre bien immobilier, allez-y, ou achetez d'ailleurs. Voilà, allons sur Zephyr, allons sur OmiNC. Merci d'être fidèle à l'After Produit. On se retrouve le 15 mars à 13h avec notre nouvelle émission que vous connaissez maintenant, le Backpacker. C'est le live pour se lancer dans l'entrepreneuriat, en partenariat toujours avec Madines. Donc Thibaut Desremaux, mon boss, le CEO de WeVoo, recevra Gilles Sadjé, fondateur de Lucas, qui est une très belle boîte, et Thibaut Hugues de Larose, Mon ancien boss. co-founder et CEO de Back Market. Voilà. Mon ancien boss également. Voilà. Le monde est petit. Oh, c'est fou. Et on va se retrouver sur ce plateau. Fin mars, on a un nouveau live. C'est super important. On a très 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 envie de vous voir. C'est pour ça qu'il faut s'abonner pour que vous ayez la notif. On a un nouveau stream dédié à la Green Tech en partenariat avec Ada Tech School. La boîte fondée par l'école plutôt, fondée par Chloé Hermary. C'est la première école d'informatique inclusive à la pédagogie alternative. On a un live avec eux. Ça sera fin mars. On vous attend vraiment très très nombreux.
Et on vous revient le 6 avril à 19h pour l'after produit. Et cette fois-ci, avec Marcel, on sera aux côtés de Martin Berthenot, décidément, et Julien Jouot, respectivement CPO et CTO de cette belle boîte qu'on nomme Le Bon Coin. Voilà, vous connaissez tous. Voilà, donc le 6 avril à 19h. Pour rien manquer de la programmation, n'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux à l'After Produit, sur LinkedIn, Instagram, Facebook. Vous venez nous voir également si vous voulez en physique. Vous venez parler à Tony et Tanguy. Vous venez parler à n'importe qui de chez vous. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Merci messieurs. Merci à toi. Merci vraiment beaucoup Tanguy. Merci beaucoup Tony. Merci à la régie. Merci à tous. À très bientôt et très bonne soirée à tous. Bonne soirée.